We are Seven Truth. Seven Truth Entertainment. Raison que le philosophe, il décide de faire table rase de toutes les idées qu'il y avait déjà en lui. Parce qu'il considère, avec quelqu'un qui s'appelle Bertrand Russell, vous le connaissez, il considère avec Bertrand Russell que, avant que je ne philosophe, toutes les idées qui sont en moi, donc, elles se sont installées en moi comment? Réponse de Bertrand Russell, j'ouvre les guillemets, sans le consentement ni la coopération de la raison. Fin de citation. Et lorsque le penseur anglais Bertrand Russell, il dit, avant que je ne philosophe, toutes les idées qui sont en moi, elles se sont installées, j'ouvre les guillemets, sans le consentement. Le consentement, ça veut dire quoi? Le consentement, c'est l'accord. Elles se sont imposées en moi sans le consentement, ni la coopération de la raison. Fin de citation, ça veut dire quoi? C'est des idées, encore une fois, auxquelles j'ai souscrit, des idées que j'ai validées, que j'ai acceptées, sans préalablement les convoquer au tribunal, qui seul vaut pour la philosophie et qui n'est autre que le tribunal de la raison. Et c'est pour cette raison-là donc que le philosophe, il commence par tout effacer et recommencer à zéro. C'est parce qu'il pense que tout mon passé intellectuel, ce sont des idées à l'élaboration desquelles moi-même je n'ai pas participé. Vous me suivez? Donc le philosophe est en train de dire que toutes les idées qui sont en moi, elles sont des idées toutes faites. Je les appelle des feuilles intellectuels. Ben, quand je les achète comme telles, ce n'est pas forcément proportionnel à mes dimensions, n'est-ce pas? Donc bien souvent, qu'est-ce que je suis obligé de faire? De recoudre, de remodeler, de retailler pour l'adapter à mes dimensions. Et c'est pourquoi de la même manière, le philosophe il dit, avant que je ne philosophe, puisque les idées qui sont en moi ne résultent pas d'une conquête de ma propre raison, il dit, toutes les idées qui sont en moi, c'est des idées toutes faites. Et le philosophe il dit, les idées toutes faites, elles sont forcément mal faites. Et comme elles sont mal faites, qu'est-ce que je dois faire? Je les détruis. Et quand je les détruis, c'est pour les reconstruire de façon rationnelle. Et donc c'est une manière de montrer que la philosophie, si elle est activité de réflexion, elle obéit. Donc ce que nous avons dit signifie quoi? Que si la philosophie est une activité de réflexion, j'ai dit elle va reposer sur un double mouvement. Le premier mouvement, j'ai dit, c'est un mouvement de rejet, de destruction. Et le deuxième mouvement, j'ai dit, c'est un mouvement de reconstruction. Parce qu'après avoir rejeté, après avoir détruit, que fait le philosophe? Il reconstruit, mais il reconstruit de façon rationnelle. C'est pourquoi philosopher, c'est renaître au monde. Pourquoi c'est renaître au monde? Mais renaissance intellectuelle. Je ne parle pas comme chez les Peuls d'une renaissance biologique. Vous l'avez là. Et comprenez que je les taquine, je suis sérieux, c'est mes cousins. Donc quand je dis philosopher, c'est renaître au monde. Pourquoi renaître au monde? Mais parce que c'est décidé cette fois-ci de poser un regard, mais un regard neuf, gouverné, j'ai dit quoi? Par la méfiance, par le doute, par la suspicion, par la critique sur la réalité que auparavant j'avais acceptée comme telle. Vous vous rappelez la philosophe française Jacqueline Russe? Recevoir le baptême philosophique, c'est renaître une seconde fois, c'est repartir de zéro. Fin de citation. Et lorsque la philosophe française Jacqueline Russe, Russe R-U-2-S, point. Et donc elle dit, j'ouvre les guillemets, recevoir le baptême philosophique, c'est renaître une seconde fois, c'est repartir de zéro. Je vous ai expliqué pourquoi c'est renaître une seconde fois. Une première fois, j'étais né. Mais quelle était mon attitude à l'égard de la réalité? Je disais oui, j'acceptais, je me soumettais et obéissais à toutes les vérités qui m'étaient enseignées, transmises par la société. Et quand je philosophe, elle dit, je renais une seconde fois, je renais une seconde fois, j'ai dit, c'est cette fois-ci, s'armer du doute, s'armer de l'étonnement, du questionnement et de la remise en question. Et donc j'ai dit, c'est poser un regard interrogatif, questionnant sur la réalité qu'on avait acceptée comme telle auparavant. Et ce double mouvement de destruction, de reconstruction, de critique, de rejet, d'argumentation, j'ai parlé de Jacqueline Russe parce qu'elle est moderne, mais elle est déjà, cette idée-là, présente même dans l'histoire de la philosophie, mais dans ses classiques tels que Descartes. Vous vous rappelez Descartes quand il commence à philosopher? Il dit exactement la même chose que je viens de dire, qu'il commence, lui, Descartes,
Par faire quoi? Vos procès vous en forcément parlé, mes amis. Que fait Descartes? Il commence par douter de tout. Au point que Descartes doute même de l'existence de son corps. Il dit, je ne suis même pas sûr d'avoir un corps. Et quelqu'un qui n'est pas sûr d'avoir un corps, ne lui demandons pas s'il est dans un espace, s'il est dans une école, s'il est assis sur des chaises ou pas, parce que Descartes dit, je ne suis sûr d'absolument rien. Pour montrer quoi? Au départ, le doute de Descartes est un doute radical, hyperbolique, ça veut dire que c'est un doute excessif, parce que c'est un doute qui ne laisse rien en dehors de lui-même. Et donc Descartes, il inaugure son surgissement sur la scène philosophique, mais par la volonté de douter de tout et de tout remettre en question. Qu'est-ce qu'il dit, j'ouvre les guillemets. Le jour où il commence à philosopher, Descartes dit, je pris un jour l'entière résolution de rejeter comme fausses toutes les opinions que j'avais jusqu'alors reçues en ma créance, afin d'en remettre d'autres meilleures, ou bien les mêmes, mais lorsque je les aurais ajustées au niveau de ma raison. Fin de citation. Et quand Descartes dit, je pris un jour l'entière résolution, madame la ferme décision, de faire quoi? Rejeter comme fausses. Qu'est-ce qu'il rejette comme fausse? Toutes les opinions que j'avais jusqu'alors reçues en ma créance. Traduisez, toutes les opinions que j'avais jusqu'alors acceptées. Est-ce qu'il s'arrête là? Après, il ajoute, afin, ça veut dire dans le but, d'en remettre d'autres meilleures, ou bien les mêmes, mais lorsque je les aurais ajustées au niveau de ma raison. Ça veut dire quoi? Parmi ces idées et opinions, il y en a qui sont bonnes, je les garde. Celles qui sont mauvaises, comme il dit, je les rejette et je les remplace par d'autres meilleures. Une manière de montrer que dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, le philosophe détruit, après avoir détruit, il reconstruit. C'est pourquoi la philosophie elle-même, elle reposera sur trois piliers, trois moteurs essentiels. Je les ai mentionnés. Quels sont les trois piliers de l'activité philosophique? Nous l'avons dit et répété, c'est le doute, c'est l'étonnement et le questionnement. Et dans le doute, l'étonnement et le questionnement, c'est la même idée. Vous êtes d'accord? Celui qui doute, celui qui s'étonne et pose des questions, dans les trois cas, c'est celui qui ne sait pas et qui cherche à savoir. Parce que celui qui croit tout savoir, il ne doute de rien, ne s'étonne pas et ne se pose même pas de questions. Et donc, en disant que la philosophie, elle repose sur ces trois piliers, que sont le doute, l'étonnement et le questionnement, c'est une manière de montrer que la philosophie, elle se veut entièrement rationnelle. Ça veut dire quoi? Qu'elle repose entièrement sur la mise en œuvre de la raison. Et que donc, en philosophie, la raison est le seul critère de validité. En philosophie, la raison est la seule instance de légitimation. Autrement dit, en termes plus simples, en philosophie, seule la raison décide du vrai, décide du faux, du bien, du mal, du juste, de l'injuste, de l'anormal, du pathologique. Bref, la raison, elle est au cœur et elle est le moteur de l'activité philosophique. C'est pourquoi j'ai dit, c'est une activité profondément rationnelle. Et c'est pourquoi le penseur camerounais Marcien Towa, auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, il dit, pour montrer que la philosophie, elle repose sur la mise en œuvre de la raison pleinement, entièrement. Que dit Marcien Towa? Pour montrer donc la rationalité profonde de la philosophie. Il dit, j'ouvre les guillemets, en philosophie, la pensée ne doit rien admettre comme vrai qui n'ait été saisi comme tel par la pensée. Fin de citation. Et lorsqu'il dit, j'ouvre les guillemets, en philosophie, la pensée ne doit rien admettre comme tel qui n'ait été saisi comme tel par la pensée. Ça veut dire quoi? En philosophie, seule la pensée, encore une fois, décide de ce qui est vrai, décide véritablement de ce qui est faux. Mais dans tous les cas, dans cette troisième étape, en montrant que la philosophie, elle est réflexion critique, qu'elle est gouvernée par le doute, par l'étonnement et par le questionnement, vous avez fait la différence entre le philosophe, celui qui ne philosophe pas, que vous appelez souvent comment? Celui-là qui ne philosophe pas, vous l'appelez souvent l'homme du sens commun. Je n'ai pas besoin d'entrer dans le détail. Vous-même, vous voyez ce qui fait la différence entre le philosophe et l'homme du sens commun. Nous venons de dire que face au monde, le philosophe reconnaît son ignorance. Que face au monde, le philosophe, il vit dans l'inquiétude. Que face au monde, le philosophe, il s'arme, il est armé du doute, de l'étonnement et du questionnement. Pourquoi douter, s'étonner et questionner? Parce que pour le philosophe, le monde est un mystère. Pour le philosophe, le monde est rigoureusement inconnaissable. Là où pour l'homme du sens commun, le contraire d'inconnaissable, l'homme du sens commun est tellement familier au monde
L'homme du sens commun est tellement habitué au monde qu'il croit le connaître. C'est pourquoi presque il ne doute pas, presque il ne s'étonne pas, presque il y a des questions, mais qu'il ne se pose jamais. Quelles sont les questions habituelles que se pose le philosophe? Moi, homme, qui suis-je? Qu'est-ce que je fais là? Où est-ce que je vais? D'où est-ce que je viens? Y a-t-il une vie après la mort? Quel est mon destin? La vie elle-même vaut-elle la peine d'être vécue? Vous êtes d'accord avec moi que ces questions-là, ben, l'homme du sens commun ne se les pose presque pas. Pourquoi l'homme du sens commun ne se pose pas ces questions-là? Mais parce qu'il croit avoir une réponse définitive à ces questions. Parce que pour l'homme du sens commun, le monde est transparent, mais comme derrière ce verre d'eau, pour l'homme du sens commun, le monde est connu, le monde est compris. De manière très terre à terre, je vous dirai, mes amis, pour l'homme du sens commun, qu'est-ce que la vie? C'est naître, grandir, passer son bac, faire des femmes et des enfants, mourir de sa belle mort. Un point, un trait. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la mort? Valait-elle la peine d'être vécue? C'est des questions que quelqu'un peut vivre pendant 100 ans sans jamais s'être posé ces questions-là. Donc l'homme du sens commun, j'ai dit, il est tellement familier, habitué au monde, mais que pour lui le monde est largement connu. Alors que le philosophe, qu'est-ce que je vous ai dit? Chaque matin qu'il se réveille, il s'émerveille et s'étonne devant le monde parce qu'il s'attend à découvrir du nouveau. Parce qu'encore une fois, il considère, comme j'ai dit, que le monde, il est mystérieux. Et en tant que tel, le monde est rigoureusement inconnaissable. Je me souviens d'un auteur qui s'appelle Jostein Gaarde. Notez-moi ça. Comme ça, à la maison, vous allez cliquer. Au lieu d'aller sur TikTok, vous allez chercher les recherches. Jostein, J-O-S-T-E-I-N. Jostein, J-O-S-T-E-I-N. Gaarde, c'est G-2-A-R-D-E-R. Jostein Gaarde. G-2-A-A-A, ensuite R-D-E-R. Et vous prenez le nom, le titre de l'ouvrage, il s'appelle Le Monde de Sophie. Le Monde de Sophie. Comme ça, à la maison, vous tapez Jostein Gaarde, Le Monde de Sophie, vous mettez extrait et vous aurez de la belle matière pour argumenter vos dissertations et commentaires. Jostein Gaarde, d'après son ouvrage Le Monde de Sophie. Je vous le recommande parce que c'est un ouvrage très simple, très accessible, parce que justement, il initie sa fille. C'est sa fille qui s'appelle Sophie. C'est pourquoi il s'appelle Le Monde de Sophie. Et donc, c'est de manière très terre à terre, très imagée, qu'il essaie d'initier la fille à la philosophie. Et donc, dans un passage de cet ouvrage-là, que vous allez lire, j'en suis absolument sûr, ce soir. Et donc, Jostein Gaarde, à la question qui est posée par sa fille lui pose deux questions. La première question, qu'est-ce qu'un philosophe? Et à la question, qu'est-ce qu'un philosophe? Il répond en disant, j'anticipe votre lecture, j'ouvre les guillemets. Un philosophe, si vous devez lire, vous n'avez pas besoin de noter, mais d'accord. Un philosophe, c'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment pu s'habituer au monde. Fin de citation. Et lorsque sa fille Sophie, je répète une dernière fois, lui pose la question, qu'est-ce qu'un philosophe? La réponse est, un philosophe, c'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment pu s'habituer au monde. Fin de citation. Chers brillants et brillantes littéraires, quelqu'un qui n'a pas pu s'habituer au monde, c'est pour dire quoi? Qui va me dire ce qu'il a veut dire réellement? Qui va le redire en deux termes? Que signifie ne pas pouvoir s'habituer au monde? En répondant à sa fille, il dit, un philosophe, c'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment pu s'habituer au monde. Je vous demande, que veut dire ne pas pouvoir s'habituer au monde? C'est une manière de montrer quoi, mes amis? Chers brillants et brillantes littéraires, je suis sûr que vous êtes des brillants littéraires, vous. Hein? Vous n'êtes pas comme ceux que j'appelle des... voilà, des littéraires. Ici, c'est des littéraires. Oui, un bras se lève là-bas, oui. Je suis pas entendu. Ah, c'est pour dire que les choses du monde étonnent les philosophes. Très bien, mais on peut être plus précis, ma fille. Quelqu'un qui n'a pas pu s'habituer. Ne pas pouvoir s'habituer. Signifie que, ne me décevez pas, je viens de vous être brillant et brillante littéraire. Oui, monsieur? Je n'ai pas compris? Il n'a pas profité de la belle vie. Non, pas exactement ça, mon ami, tout de même. Oui, mademoiselle? Parle plus fort. Quelqu'un qui est nouveau dans ce monde. Ah, très bien. Il est nouveau. Est-ce qu'il est nouveau par l'âge? Il est nouveau comment? Explique-nous. Par l'esprit. Donc, quelqu'un qui ne s'habitue jamais. Voilà, moi, ah. Oui.
qu'il n'a pas eu les habitudes de l'homme du sens commun waaw ma ne en wolof léegi ku dul miin ba mukk koo xam ne lu mu yàgg-yàgg ci kër gi du miin lu mu doon kooku hein ah kenn xamul c'est yàlla suñu borom mais koo xam ne ci kër gi la nekk waaye du mos a miin kooku duñ koy woowe ah mais bon Dieu hein quelqu'un qui ne s'habitue jamais mu ngi ci kër gi waaye du ko mos a miin mu ngi ci àdduna waaye du mos a miin kooku gan la c'est un étranger mais bon Dieu. Quand il dit quelqu'un qui n'a jamais vraiment pu s'habituer au monde, ça veut dire que le philosophe est comme un étranger. Pourquoi le philosophe est comme un étranger? Même s'il avait 200 ans, pourquoi il est comme un étranger au monde? Parce que pour lui, le monde n'est jamais connu de façon définitive. Le monde n'est jamais compris. Le monde, même j'ai dit pour le philosophe dafa naan àdduna day wëlbatiku di soppeeku kenn mënu koo xam ko jeexal ko tàkk. C'est pourquoi le philosophe éternellement doute, étonnement, questionnement. N'est-ce pas, mes amis? Et lorsque la fille, Sophie, ajoute une autre question, comment alors se présente pour le philosophe, pour le monde pour le philosophe? À la question, comment alors le monde se présente-t-il pour le philosophe? Réponse, vous notez la réponse, donnée par Justin Gardeux. Parce que je doute que vous lisiez, même si je vous ai donné le titre de l'ouvrage et tout. Il dit, pour un philosophe, j'ouvre les guillemets bien sûr, pour un philosophe, le monde est mystérieux. Pour un philosophe, le monde est mystérieux, virgule, énigmatique, virgule, étrange. Fin de citation. Et en disant pour un philosophe, le monde est mystérieux. Mystérieux, vous savez ce que ça veut dire, mystère. Il est énigmatique. Dans énigmatique, nous avons des énigmes, c'est quoi? C'est des secrets. Et enfin, le monde, il est étrange. Et donc, le philosophe, quand il considère que le monde est mystérieux, énigmatique, étrange, armé des lumières de la raison, il va tenter d'éclairer les mystères du monde, de résoudre ses énigmes et de lever son caractère étrange. Maintenant, au contraire du philosophe, comment se présente le monde pour l'homme du sens commun? Un autre auteur qui s'appelle Bertrand Russell répond en disant, j'ouvre les guillemets, Bertrand Russell, vous le connaissez, non? C'est 2 L. Comment se présente le monde pour l'homme du sens commun? J'ouvre les guillemets, il dit, pour un tel homme, il fait allusion à l'homme du sens commun, pour un tel homme, le monde est fini, défini, évident, fin de citation. Et lorsqu'il dit pour un tel homme, le monde est défini, fini, évident, vous voyez vous-même la différence? Donc l'homme du sens commun, les questions auxquelles nous avons fait allusion tout à l'heure ne peuvent même pas germer dans sa tête, parce que pour lui, comme dit-il, le monde est fini, le monde est défini, le monde il est évident. Ça veut dire quoi? Que ce monde, il est tellement familier au monde qu'il n'en doute pas, ne s'étonne pas et ne se pose presque pas de questions. Maintenant, dans la 4e étape, pour aller vite, après avoir montré, je crois que vous tenez le fil conducteur. Première étape, qu'est-ce que la philosophie par définition unanime et universelle? Deuxième étape, qu'est-ce que n'est pas la philosophie? Elle n'est pas la possession du savoir. Troisième étape, si elle n'est pas savoir, elle est activité de réflexion. Quatrième étape à laquelle que nous allons franchir, si la philosophie en tant que telle n'est qu'une activité de réflexion, si la philosophie est plus un exercice de la raison qu'une accumulation de connaissances, cela lui offre la possibilité de poser un regard critique sur tout ce que nous savons, sur ce que nous croyons savoir, bref, sur l'ensemble des savoirs humains disponibles. Donc, 4e étape, rapport entre la philosophie et les autres modes d'approche du réel, les autres formes de connaissance, telles que le mythe, telles que la religion, telles que la science. Pour aller vite, puisque le travail a été fait et brillamment fait déjà par mes collègues, nous avons dit déjà nous-mêmes ici au départ que la philosophie, vous l'avez retenu, ne se confond avec aucun de ces modes de connaissance. Qu'elle n'est pas le mythe, qu'elle n'est pas la religion, qu'elle n'est pas la science. Pourquoi elle n'est pas le mythe? Même si le mythe est le premier mode de connaissance élaboré par les hommes, vous le savez déjà.
Hein, le mythe a été le premier système d'intelligibilité. Ça veut dire quoi? Le premier moyen par lequel l'homme a cherché à répondre aux questions qu'il se pose. Qu'est-ce qui différencie la philosophie du mythe? 4 aspects essentiels. Le premier aspect, le mythe est un récit et en tant que tel, il est fabuleux. Fabuleux, ça veut dire il est imaginaire. Deuxième aspect du mythe par lequel il se démarque de la philosophie, en plus d'être fabuleux ou imaginaire, le mythe, il est populaire. En plus d'être populaire, le mythe, il est dogmatique. Et enfin, en plus d'être dogmatique, le mythe est un saut dans l'irrationnel. Je répète, fabuleux ou imaginaire, populaire, dogmatique, saut dans l'irrationnel. Pourquoi le mythe est fabuleux ou imaginaire? Mais vous le savez très bien. C'est la parenté entre le mythe et le conte. Dans les deux fois, on commence par « il était une fois ». Manam lebon lupon amon na fi dana am. Mais où et comment, le mythe ne le dit pas, le conte ne le dit pas. C'est pourquoi le mythe, quand je dis qu'il est fabuleux ou imaginaire, ça veut dire que le mythe ne rapporte pas, ne relate pas des faits et des événements réels. Le mythe donc est une construction de l'imagination humaine. La philosophie est-elle imaginaire? Non. Parce que vous le savez, la philosophie s'intéresse à l'homme en chair et en os et cherche à répondre aux questions que se pose cet homme. Rappelez-vous le penseur camerounais Ebenezer Ndiomouel. Quand les gens disaient la philosophie, elle est abstraite, elle n'a rien de concret, elle nous détache du monde, elle est une rêverie imaginaire, il disait, je vous l'ai dit, la philosophie s'intéresse aux hommes concrets, vivant dans des situations concrètes et confrontés à des problèmes concrets. Fin de citation. Vous l'avez compris quand il dit Ebenezer Ndiomouel, que la philosophie s'intéresse aux hommes concrets, vivant dans des situations concrètes, confrontés à des problèmes concrets. C'est pour dire quoi? Contrairement au mythe, elle n'a rien d'imaginaire. Nous avons dit du mythe qu'il est populaire, parce que le mythe est toujours produit par une communauté humaine. Mythe Dogon, mythe Mossi, mythe Peul, mythe Serer, mythe Diola, mythe Bambara. Bref, le mythe, il exprime toujours la vision du monde propre à une culture et donc à un groupement humain bien déterminé. C'est pourquoi le mythe, il a une dimension collective, le mythe est toujours populaire. La philosophie, je n'ai pas besoin de vous poser la question. Chacun d'entre vous sait que la philosophie, elle est d'abord et avant tout une activité de réflexion, mais une activité personnelle. Troisième aspect, qu'est-ce que nous avons dit du mythe? Il est dogmatique. Pourquoi le mythe est dogmatique? Parce que sa vérité est une vérité intemporelle. Intemporelle, ça veut dire quoi? Éternelle. Et donc, en plus d'être intemporelle, mais elle est soustraite, cette vérité-là, à l'examen critique de la raison. Autrement dit, ce que dit le mythe demande qu'on y croit, mais ne nécessite pas forcément un exercice de réflexion et de critique. Si vous êtes de la communauté qui a élaboré le mythe, vous devez considérer ce que dit le mythe comme une vérité absolue. Un bon lébou du Cap-Vert, à qui dès l'enfance on a appris que toute la ville de Dakar et la région du Cap-Vert, je crois si je ne me trompe pas, est sous la protection d'un djinn ou d'un esprit qui s'appelle le Daour. Si vous êtes lébou, ben vous ne pourrez pas contester, vous n'oserez même pas contester parce que vous accepterez cette vérité que Dakar et le Cap-Vert sont sous la surveillance de l'Ek Daour comme une vérité incontestable, absolument définitive. Même si vous n'êtes pas lébou, si vous vous hasardez dans un pays lébou et quand ils se mettent à demander à faire des sacrifices en temps de calamité, comme du temps de la Covid, pour apaiser la colère entre guillemets de l'Ek Daour, et vous leur dites l'Ek Daour n'existe pas, vous n'en rentrerez pas vivant. Ça veut dire quoi? Que ce que dit le mythe, on y croit de façon absolue. C'est la parenté entre le mythe et la religion. Nous avons dit le mythe, il constitue un saut dans l'irrationnel. C'est vrai qu'en tant que discours et récit, il est cohérent. Mais, vous le savez très bien, le mythe explique l'origine de toute chose par l'action des dieux, par l'action des esprits, par l'action, bref, des forces surnaturelles et des puissances occultes. Et en ce sens-là, le mythe, la nature de l'explication qu'il donne, parce qu'il n'explique qu'en investissant la nature de ces forces invisibles, de ces dieux et de ces esprits, c'est pourquoi j'ai dit, le mythe constitue pour une large part un saut dans l'irrationnel. Et je n'ai pas besoin de vous dire que la philosophie, elle est antidogmatique, critique, contestataire, et comme nous l'avons dit, ben là où le mythe, par son explication, est un saut dans l'irrationnel, la philosophie, elle se veut avant tout une mise en œuvre pleine et entière de la raison. Mais qu'est-ce que la philosophie a de commun avec le mythe malgré ces 4 différences? C'est que tous les deux naissent de l'étonnement. Et que philosophie et mythe donc naissent du Thomasin, ça veut dire simplement de l'étonnement. Mais mes collègues vous ont dit
que l'étonnement mythique n'est pas l'étonnement philosophique. Parce que comme on vient de le montrer, dans le mythe, l'étonnement s'achève par l'invocation du divin et du surnaturel, alors qu'en philosophie, l'étonnement mobilise le travail d'une pensée, mais désireuse de comprendre et donc de façon rationnelle. Mais si la philosophie n'est pas le mythe, je n'insiste pas, elle n'est pas la religion. On est d'accord? Pourquoi la philosophie n'est pas la religion? Parce qu'elles n'ont pas les mêmes principes directeurs. Et donc, n'ayant pas les mêmes principes directeurs, philosophie et religion, vous le savez déjà, mes amis, sont marqués par quoi? On va dire par l'hétérogénéité de leur démarche. Quel est le principe directeur de la religion? La foi. Celui de la philosophie, je n'ai pas besoin de demander. Quel serait le principe directeur de la philosophie? Ben, c'est simplement la raison. Et donc, vous êtes d'accord avec moi? Ben, que philosophie, lorsqu'elle repose sur la raison, là où le mythe également, lui, repose sur la foi, vous êtes d'accord que, mais foi et raison commandent chez l'homme des attitudes différentes. On est d'accord? Quelle attitude est commandée par la foi? Quelle attitude est commandée par la foi? Quand on dit foi, elle commande quel comportement chez l'homme? Hein? La contestation, la rébellion, la remise en question? Il est clair que non. Donc la foi en appelle à une acceptation, mais d'ordre sentimental. Donc la foi, elle commande une adhésion, mais j'ai envie de dire émotionnelle et sentimentale. Parce que les vérités religieuses, très souvent, en appellent plus à notre sentiment, à notre adhésion émotionnelle, plus qu'à un examen critique de la raison. On est d'accord? Et donc là où la foi commande acceptation, soumission, obéissance à des vérités absolues. Pourquoi sont-elles absolues? Vous le savez, les vérités religieuses. Pourquoi sont-elles absolues? Parce qu'elles n'ont pas une origine humaine, bien entendu, mes amis, mais elles ont une origine divine. Et en tant qu'elles ont une origine divine, c'est de l'extérieur qu'elles nous parviennent. Donc la vérité religieuse, elle est de l'ordre de la révélation. La vérité philosophique, je n'ai pas besoin de vous le dire. Elle n'est pas de l'ordre de la révélation. Le philosophe est-il visité par un ange qui lui dit Iqra, parle? Ben donc là où la vérité religieuse est de l'ordre de la révélation, la vérité philosophique, elle est de l'ordre de la conquête et de la conquête rationnelle. Et c'est pourquoi donc, là où il y a foi, il y a acceptation, soumission, obéissance, alors que la raison, elle est synonyme de réflexion, de contestation, de doute et de remise en question. De ce point de vue-là, l'opposition présumée, je dis présumée, entre philosophie et religion découlerait de l'opposition entre leurs principes directeurs qui sont différents, la foi pour la religion et la raison pour la philosophie. Et donc, à la question de savoir, la foi exclut-elle nécessairement la raison? Ou comme disait un de vos bacs d'il y a quelques années, la croyance religieuse implique-t-elle nécessairement une démission de la raison? Donc à la question, la foi exclut-elle nécessairement la raison? Vous répondriez de façon contradictoire. Je n'ai pas besoin d'essayer. On est d'accord, mes amis? Dans un premier temps, vous aurez montré que, oui, d'une certaine manière, foi et raison semblent incompatibles, n'est-ce pas? Pourquoi elles sont incompatibles? Nous l'avons dit. En disant qu'elles commandent des comportements différents. La foi en appelle à accepter, soumettre, obéissance, alors que la raison nous en appelle à la critique et à la contestation, à la remise en question. Dans l'histoire de la philosophie, cette opposition entre foi et raison, elle fonctionne chez quel auteur par exemple? Hein? Dans votre culture philosophique? Sur quel auteur vous pourriez illustrer cette idée? Oui, que foi et raison sont inconciliables, incompatibles. Ah bon? Vous n'allez pas me dire que vous avez zéro culture philosophique. Vos professeurs ne seront pas vraiment contents. Hein? Pour montrer que foi et raison, de ce point de vue-là, ne s'accordent pas. Parce que croire, c'est adhérer, c'est accepter pleinement et entièrement, souscrire à des vérités absolues. Là où raison égale raisonner, égale suspecter, égale soupçonner, égale se méfier. Nous sommes par exemple chez quel auteur? Ils sont nombreux. Ben, on a choisi arbitrairement. Je n'ai pas envie de vous imposer quoi que ce soit, c'est pourquoi je... Oui? Ah oui, notre ami philosophe dit Blaise Pascal. Très bien. Chez Pascal, oui, il y a une opposition. Parce que Pascal montre quoi? Que Dieu, il est hors de portée de la raison humaine. On est d'accord? Parce que, qu'est-ce que la raison humaine? Pascal répond en disant, la raison humaine, c'est l'infiniment petit.
Et qu'est-ce que Dieu? Il répond en disant, c'est l'infiniment grand. Et il pose la bonne question, comment voulez-vous que l'infiniment petit de la raison humaine puisse percer et découvrir le mystère de l'infiniment grand qu'est Dieu? Ça veut donc dire que chez Pascal, la raison est inapte à nous conduire à Dieu parce qu'elle est frappée de limitation. La raison, elle est hors, Dieu plutôt, est totalement hors de portée de la raison humaine. Vous vous rappelez la belle formule célèbre que vous chantez par cœur chez Pascal? Dieu sensible. Tu n'as pas monopolisé la parole. Chez Pascal, c'est tellement chanté, si je demandais à cette vendeuse de maths là-bas, elle me dirait ce que dit Pascal, que Dieu est sensible au cœur et non à la raison. En disant Dieu est sensible au cœur et non à la raison, c'est une manière de montrer quoi? Que c'est le cœur qui sent Dieu, mais que Dieu est hors de portée encore une fois de la raison. Vous connaissez la célèbre formule, non? Dieu s'éprouve. Hein? Dieu s'éprouve, mais ne se prouve pas. De manière théâtrale, Pascal dit, entendez deux hommes qui entendent en même temps l'appel du muezzin à la prière. L'un se lève, fait ses ablutions, va prier, l'autre demeure assis. Pascal dit, celui qui demeure assis, vous perdez votre part, il demande de se lever. Il a entendu comme vous l'appel du muezzin. Pourquoi il ne se lève pas? Réponse de Pascal, parce que dans son cœur, il n'y a pas cette flamme, cette lumière et cette grâce que Dieu met dans le cœur de l'homme. Et c'est pourquoi, malgré les meilleurs appels des meilleurs des muezzins, il ne se lèverait pas. Parce qu'encore une fois, Dieu, il parle au cœur et c'est une lumière qu'il installe dans le cœur de l'homme. Une manière de montrer encore une fois que c'est le cœur qui sent Dieu, mais la raison à elle seule, elle est incapable de nous conduire à Dieu. Mais dans la deuxième partie, la thèse adverse, vous chercherez à les réconcilier. En montrant clairement quoi? Que toutefois, il semblerait possible. Pourquoi je mets tout ça? Ben parce que vous parlez au conditionnel quand vous argumentez. Vous n'êtes sûr de rien. Ce n'est qu'à la conclusion que vous trahirez une position personnelle. Donc vous dites, même si foi et raison semblent s'exclure, parce que commandant chez l'homme des attitudes contradictoires, vous vous posez la question de savoir, est-ce qu'elles ne pourraient pas être conciliées? Et vous cherchez à les concilier en montrant, oui, que foi et raison, en fait c'est l'homme qui perdrait à vouloir les séparer. Que plutôt c'est leur conciliation qui permettent encore une fois à l'homme, comme avec une lumière, d'éclairer la marche et les chemins de son existence. J'ai oublié les termes, Popongine n'est pas très loin, les termes employés par Jean-Paul II, qui s'en souvient, pour comparer la foi et la raison aux deux ailes de l'oiseau. J'ai l'idée, mais je n'ai pas les mots par lesquels le dit exactement le pape Jean-Paul II. Il montre que foi et raison, c'est comme les deux ailes de l'oiseau. Pour montrer quoi? Que dès qu'une aile est cassée, l'oiseau ne peut pas s'envoler. Et que ce n'est que par l'aile de la foi, que par l'aile de la raison, que l'homme, comme l'oiseau, peut s'envoler. Ça veut dire simplement marcher avec sérénité sur les chemins de l'existence. Et donc, dans la perspective du pape Jean-Paul II, l'homme n'a pas à choisir entre ou bien la foi ou bien la raison, mais c'est la conciliation de la foi et de la raison qui, encore une fois, le guide dans les chemins de l'existence. Non seulement pape Jean-Paul II, mais vous avez quelqu'un, un autre saint, saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin disait, j'ouvre les guillemets, la foi ne doit pas éviter la raison, mais elle doit plutôt la rechercher pour s'allier avec elle. Fin de citation. Et quand Saint Thomas d'Aquin dit, j'ouvre les guillemets, la foi ne doit pas éviter la raison, mais elle doit plutôt la rechercher pour s'allier avec elle, vous l'avez compris, il est en train de préconiser l'alliance, la jonction, la conciliation entre l'ordre de la foi et l'ordre de la raison, plutôt que simplement leur séparation. Enfin, rappelez-vous Leibniz, disant il est tellement absurde pour l'homme de chercher à choisir entre ou la foi ou la raison. Parce que Leibniz, L-E-I-B-N-I-Z, penseur allemand, il dit vouloir choisir entre foi et raison, c'est être dans la position absurde de quelqu'un qui dit je veux mieux voir et pour mieux voir, je vais me priver d'un œil. Vous avez compris l'image? Quand il dit vouloir choisir entre foi et raison, c'est comme être dans la position insensée, absurde de quelqu'un qui dit je veux mieux voir et pour mieux voir, je vais me priver d'un œil. C'est une façon de dire quoi? L'homme n'a pas à choisir entre les deux, mais que toutes les deux sont des foyers lumineux. Ça veut dire des sources de lumière, comme j'ai dit, qui peuvent le guider et l'orienter sur les chemins de sa vie. Maintenant, mes suiveurs, entre guillemets, ont l'habitude de m'entendre dire que la foi ne doit pas aller sans la raison, de la même manière que la raison ne doit pas aller sans la foi. Parce que la raison sans la foi, elle perd l'homme. Elle conduit l'homme à la perdition, elle conduit l'homme simplement à l'égarement, on est d'accord?
Pourquoi la foi sans la raison peut être une source de perdition et d'égarement. Mais j'ai envie de dire en Wolof, il y a des donc la raison à elle seule, elle peut perdre l'homme. Et donc la raison ne doit pas aller sans la foi. Mais inversement, mes amis, la foi aussi ne doit pas aller sans la raison. Pourquoi la foi ne doit pas aller sans la raison? Parce qu'une foi qui n'est pas éclairée par la raison, c'est une foi aveugle. Une foi aveugle, elle est une force destructrice. Et une force destructrice, pourquoi? Parce qu'une foi qui n'est pas éclairée par les lumières de la raison, c'est celui qui dit « je crois, mais je suis ignorant des motivations et des justifications de ma foi ». Ça veut dire quoi? Non seulement on doit croire, mais on doit savoir bel et bien les raisons qui nous poussent à croire. Et que donc la foi sans la raison, elle est une force aveugle qui engendre dogmatisme, dogmatisme qui engendre fanatisme, j'ai dit fanatisme qui engendre terrorisme, et l'enfant gâté du terrorisme, mais c'est le crime gratuit. Ah, il est gentil, mais ah, pas de dire. Ils sont préoccupés d'être notés, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Donc si la philosophie n'est pas la religion, est-elle la science? Il est clair que non. Je vais aller vite pour qu'on entre dans le domaine 2, on est d'accord? Vous savez que la philosophie n'est pas la science, parce qu'elles n'ont pas les mêmes objets d'étude, parce qu'elles n'ont pas les mêmes démarches, parce qu'elles n'ont pas les mêmes finalités, et parce qu'elles ne répondent pas aux mêmes questions. Même si elles ont en partage quoi? La ratio, la rationalité. Philosophie et science ont toutes deux le même principe d'engendrement. Et le principe d'engendrement commun à la philosophie et à la science, il n'est rien d'autre que la raison. Mais pour le reste, comme nous avons dit, elles s'opposent et se différencient par leur objet d'étude, par leur démarche, par leur finalité et par la nature des questions auxquelles elles s'attellent à répondre. Sur la question de l'utilité de la philosophie devant la science, je pense très vite, en vous disant ce que vous savez, je ne fais que vous le rappeler, que c'est un faux débat que de se demander de la philosophie et de la science qu'est-ce qui est le plus utile. Vous le savez, toutes les deux sont utiles, mais de façon différente. La science, couplée à ses applications techniques, elle a une utilité matérielle. Parce que vous le savez bien, grâce à ses applications techniques, je n'ai pas dit la science, parce que la science en elle-même, elle est théorique. La science en elle-même ne sert à rien. Vous avez beau réciter E égale MC au carré, vous ne ferez même pas bouger un brin d'arbre. Donc la science, elle est inutile, ça vous l'oubliez. Mais la science, quand est-ce qu'elle devient utile et profitable? Par le biais de ses applications techniques. Donc par ses applications techniques, la science a une utilité d'ordre matériel parce qu'elle aide l'homme à mieux vivre à tout point de vue. La philosophie n'a pas d'utilité matérielle. Vous vous rappelez Socrate, non? Se proclamant non pas médecin des corps. Socrate se proclamant non pas médecin des corps, mais médecin de quoi? Médecin des âmes et médecin des esprits. Rappelez-vous, parce que sa mère Phénarète était sage-femme, vous vous en souvenez? Phénarète, la mère de Socrate, était sage-femme. Et Socrate lui disait, maman, ce n'est pas parce que tu es sage-femme que tu as le monopole de la médecine. Eh bien, moi, ton fils également, Socrate, je suis médecin. Et sa mère lui disait, quel drôle de médecin. Un médecin sans blouse, sans médicaments, sans ordonnancier. Il dit, je n'en ai pas besoin. C'est toi qui en as besoin, maman Phénarète. Parce que toi, tu t'intéresses aux femmes en travail, tu es donc médecin des corps. Alors que moi, ton fils Socrate, je ne suis pas médecin des corps, médecin des âmes et des esprits. Et quand sa maman lui disait, un médecin guérit des maladies, Socrate. Et quelle maladie prétend guérir? Il dit, maman, la plus terrible des maladies. Quelle est la plus terrible des maladies? Il répondait, la cécité, le fait d'être aveugle. Mais il dit non pas la cécité oculaire, mais la cécité intellectuelle. Parce que Socrate dit, il y a deux aveugles. Un aveugle qui se sait aveugle, son problème est vite réglé si on le soigne. Mais il dit, il y a un aveugle pour lequel la nuit risque d'être éternelle. Quel est cet aveugle-là? Celui qui ne voit pas et qui prend les ombres qui dansent devant lui pour la réalité véritable. Socrate dit, c'est à cet aveugle-là que je m'occupe, mais pour lui proposer par ma maïétique une sorte de par laquelle je libère son âme et je guéris véritablement son âme. Et donc, quand Socrate disait ça, c'était déjà une manière de montrer quoi? Que l'utilité de la philosophie, elle n'est pas d'ordre matériel, elle est d'ordre moral, elle est d'ordre intellectuel, elle est d'ordre spirituel. Merci beaucoup. Ce n'est pas des modèles de générosité, mais merci. Il faut qu'on les pousse. C'est pas grave, je comprends que vous êtes concentrés. Maintenant, dans le domaine numéro 2, la vie sociale. Vous avez cherché à répondre à une autre question, qui n'est plus la question qu'est-ce que la philosophie, mais la question à laquelle vous avez tout cherché à répondre, c'est la question anthropologique, ça vous le savez très bien. La question anthropologique, c'est-à-dire la question qu'est-ce que l'homme, et on va ensemble, vous et moi, réviser. Puisque l'homme est un être complexe et multidimensionnel, à la même question, vous avez donné des réponses différentes en fonction de vos leçons. Quelle est la première leçon du domaine numéro 2? Nature et culture.
Et à la question qu'est-ce que l'homme? Réponse. C'est vous maintenant qui allez faire le travail. Nous avons dit, point de départ, toutes les leçons donnent des réponses différentes à la même question, qu'est-ce que l'homme? Donc dans nature et culture, qu'est-ce que l'homme? Ah, vous n'osez pas y mes amis. Au terme de nature et culture, à la question qu'est-ce que l'homme? Vous êtes parvenu à la réponse que? Oui, mademoiselle, parle. Un animal doué de raison. Mais ma chérie, tu as attendu nature et culture pour savoir que l'homme est un animal doué de raison? Franchement. Hein? De toi à moi. Tu as attendu nature et culture pour savoir ça? Mais non. À la fin de la leçon nature et culture, à la question qu'est-ce que l'homme, vous avez répondu en disant j'ai dit nature et culture. Donc à la question qu'est-ce que l'homme, vous avez répondu en disant quoi? Oui, mademoiselle? Que l'homme est un être bioculturel pour dire quoi? Qu'il est à la croisée des chemins, au point de rencontre entre le naturel et le culturel, entre l'inné, entre le biologique et le... entre le naturel et le culturel, entre l'inné et l'acquis, entre le biologique et le social, entre l'hérédité et l'héritage. Donc il est au point de rencontre au milieu, pour dire donc que l'homme ne se définit ni par la seule nature, ni par sa seule culture, mais qu'il est une synthèse, mais très complexe, d'éléments naturels et d'éléments culturels. Je n'ai pas besoin d'insister. Vous savez très bien, rappelez-vous d'ailleurs le sujet qui a été proposé au concours général il y a une semaine. Vous l'avez traité, je crois. Le sujet du concours général sénégalais. Ah, vous ne l'avez même pas, c'est grave. Il dit, bon, vous le notez. Vous le notez. Notez le sujet du concours général. C'était il y a une semaine environ, maximum 10 jours. Il disait, la grandeur de l'homme réside. La grandeur de l'homme réside. La grandeur de l'homme réside dans le refus. La grandeur de l'homme réside dans le refus de l'animalité qui sommeille en lui. Vous fermez les guillemets, c'est entre guillemets. Hein? La grandeur de l'homme réside dans le refus de l'animalité qui sommeille. Sommeiller, dormir, qui sommeille en lui. C'est une citation. Bon, la consigne disait expliquer et discuter. Mais vous, qu'en pensez-vous? Mais au niveau du concours général, la consigne c'était expliquer et discuter. Mais c'est la même chose. Et donc, il y a un postulat dans le sujet en disant la grandeur de l'homme réside dans le refus de l'animalité qui sommeille en lui. Thèse implicite, l'homme peut faire preuve de grandeur. Mais à quelles conditions? Ça veut dire qu'il y a une grandeur à laquelle l'homme peut prétendre. Une grandeur à laquelle l'homme peut s'élever. Mais à quelles conditions? À quelles conditions? Le sujet lui-même répond en disant, en refusant ce qu'il y a d'animal en lui. Une manière de montrer dans le vocabulaire de nature et culture qu'à la différence de l'animal, chez qui ne s'éveille et ne s'exprime que ses instincts bestiaux, l'homme ne devient vraiment humain, justement, que lorsqu'il réussit à faire quoi? À échapper à l'esclavage de ses instincts animaux. Une manière donc de montrer qu'en disant refus de l'animalité qui sommeille en lui, c'est une manière de montrer simplement quoi? Qu'à la différence de l'animal qui est entièrement soumis, entièrement prisonnier, entièrement déterminé par la nature, l'homme au contraire est un animal insoumis, l'homme au contraire est un animal rebelle, l'homme au contraire est un animal justement qui refuse d'être ce que la nature a fait de lui. Tous les instincts qui sont en l'animal sont en nous. Mais la différence, je dis, l'animal n'est que ce que la nature fait de lui. Le petit de l'animal est déjà animal. Apprend-on à devenir animal, mes amis? Le petit de l'animal, il est clair qu'il est déjà animal. Et toute la vie de l'animal n'est que le déroulement du programme que la nature a inscrit en lui. Rappelez-vous Jean-Jacques Rousseau. Si un animal vivait pendant 1000 ans,
Au bout de la 1000e et dernière année, il serait tel qu'il était au premier jour de sa naissance. Fin de citation. Vous l'avez bien compris. Quand il dit si un animal vivait pendant 1000 ans, au bout de la 1000e et dernière année, l'animal serait tel qu'il était au premier jour. C'est pour dire quoi? Que l'animal, il est animal dès le départ et ne peut être autre chose qu'un animal. Et donc, il est en train de montrer quelle est la qualité distinctive de l'homme et de l'animal. Réponse: l'homme est marqué par la perfectibilité. Pas de perfection, la perfectibilité. Ça veut dire quoi, perfectibilité? La capacité à devenir, à se bonifier, à s'améliorer. Et donc l'animal est déjà dès le départ ce qu'il est et ne peut être autre chose que ce qu'il est. L'homme est un animal qui n'est pas ce qu'il est parce qu'il n'est pas content d'être ce qu'il est. Il n'est pas ce qu'il est parce qu'il n'est pas content d'avoir ce qu'il est. Et donc l'homme est ce qu'il n'est pas et n'est pas ce qu'il est parce que l'homme est fondamentalement un être de liberté. Et c'est pourquoi donc, là où le petit de l'animal est déjà animal, le petit de l'homme, il l'a disqualifié. Là où le petit de l'animal est déjà animal, le petit de l'homme, l'homme, il l'homme. Là où le petit de l'animal est déjà animal, le petit de l'homme. Oui, je ne vois pas le visage, je vois un bras levé. Oui. Là où le petit de l'animal est déjà animal, oui, le petit de l'homme, il doit apprendre à devenir humain. Très bien. Où est-ce qu'il le devient? Est-ce qu'il le devient livré à lui-même dans la solitude de ses instincts? Ou est-ce qu'il devient humain dans la société? Et quel est le moyen prévu par la société pour nous humaniser? Hein? C'est l'éducation. Qu'est-ce que l'éducation? C'est l'assimilation des normes et des règles de la vie sociale. L'animal n'a pas besoin d'être éduqué. Emmanuel Kant dit très bien, de toutes les créatures, seul l'homme doit être éduqué. Évident. Pourquoi de toutes les créatures, excusez-moi, pourquoi de toutes les créatures, seul l'homme doit être éduqué? Mais parce qu'au départ, contrairement à l'animal qui a déjà tout reçu de la nature, quand l'homme vient au monde, les expressions qu'on emploie, l'homme est un animal nu. Ou bien certains disent, même si les femmes n'aiment pas trop bien, que l'homme, il naît, N-A-I-T, il naît prématuré. Mais dans les deux cas, quand on dit au départ, l'homme est un animal nu, ou bien il naît prématuré, ça veut dire quoi? Qu'il n'a pas la force du lion, il n'a pas l'agilité du chat, il n'a pas les griffes du tigre, bref, il n'a rien reçu au départ de la nature, et ce que la nature ne lui a pas donné, l'homme se le donne lui-même. Comment se le donne-t-il? Par la transformation de la nature. Et le résultat de cette transformation est ce qui s'appelle culture. Donc le sujet vous invite à montrer que l'homme et l'animal ont deux rapports différents avec la nature. Le rapport de l'animal, rapport de soumission, d'obéissance, de détermination. Le rapport de l'homme à la nature, un rapport de refus, de négation donc et de transformation. Et c'est pourquoi, là où l'animal, comme j'ai dit, est ce que la nature a fait de lui, l'homme, il est ce qu'il se fait lui-même, ou bien on va dire, l'homme, il est ce qu'il se fait lui-même par le biais de la culture. Donc, qu'est-ce que la culture? Elle est ce qui définit l'homme. Qu'est-ce que la culture? Elle est l'essence de l'homme. Qu'est-ce que la culture? Elle est l'élément dans lequel et par lequel l'homme s'élève au-dessus de la nature et atteint la dimension pleinement humaine de son existence. Le petit de l'animal, sans avoir vu les autres animaux, est capable de refaire la même chose. On est d'accord? Pourquoi le petit de l'animal, l'oisillon, sans avoir vu les autres oiseaux, est capable de faire une nid parfaite? La jeune abeille, sans avoir vu les autres abeilles, est capable de faire une ruche parfaite. La jeune fourmi, une fourmilière parfaite. La jeune termite, une termitière parfaite, sans avoir vu les autres le faire. Pourquoi? Parce que ce qu'elle fait ne relève ni de l'acquisition, ni de l'apprentissage, ni de l'intelligence, mais ce que fait l'animal est inscrit dans son code génétique. Ce que fait l'animal relève de l'instinct et de la spontanéité. Le petit de l'homme, coupé de son milieu social, séparé de la compagnie de ses semblables, est-il capable de faire la même chose qu'eux? Il est clair que non. Pourquoi? Parce que ce que fait l'homme relève de l'apprentissage, ce que fait l'homme relève de l'acquisition et de l'intelligence. Où est la civilisation des fourmis? Elle est dans les réflexes.
La civilisation humaine, où est-elle? Elle est dans les bibliothèques et dans les musées. C'est pourquoi l'humanité, Edgar Morin disait que l'humanité, elle s'apprend, elle se réapprend, elle se transmet, elle se retransmet par le biais de l'éducation d'une génération à l'autre. Pourquoi Edgar Morin dit l'humanité s'apprend, se réapprend, se transmet, se retransmet? Ça veut dire quoi? Il n'y a pas un stade dans lequel on pourrait dire nous voilà définitivement installés dans l'humanité. C'est faux, vous le savez, parce qu'à tout moment, la bête qui sommeille en nous peut se réveiller. À tout moment, l'humain qui sommeille en l'humain mais peut se manifester. Et c'est pourquoi on doit chaque fois refaire le parcours. C'est pourquoi il dit apprendre, réapprendre, transmettre, retransmettre. Parce que l'humanité, elle n'est jamais achevée. C'est un processus d'éducation infini. Alors que l'animalité, elle est donnée. L'humanité, elle est conquise, elle est reconquise, elle est apprise, elle est réapprise, elle est transmise, elle est retransmise d'une génération à l'autre par le biais de l'éducation. Par laquelle, Emmanuel Kant disait, par l'éducation, on transforme l'animalité en humanité. Et lorsque Emmanuel Kant disait, par l'éducation, on transforme l'animalité en humanité, c'était une manière de montrer clairement quoi? Que là où il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'humanité. Et donc, pour que l'homme atteigne la grandeur, il faut qu'il tue la bête qui dort en lui. Mais, comme cette victoire de l'homme sur la nature, cette victoire de l'homme sur la bête, mais la bête, on ne la tue jamais. Elle ne fait que dormir et à tout moment, elle peut se réveiller. C'est pourquoi l'homme n'est ni exclusivement naturel, ni exclusivement culturel. Et comme dit quelqu'un, on ne peut même pas dire chez l'homme où commence la nature, où s'arrête la culture. Celui-là, c'est Claude Lévi-Strauss. Il dit, chez l'homme, nature et culture sont tellement liées, sont tellement imbriquées, sont tellement entremêlées, dit Claude Lévi-Strauss, qu'on ne peut dire ni où commence la nature, ni où s'arrête la culture. Et quand il dit, l'anthropologue français Claude Lévi-Strauss, on ne peut dire ni où commence la nature, ni où s'arrête la culture, c'est une manière de montrer que personne ne peut se regarder et dire, en moi, voilà ce qui est naturel, en moi, voilà ce qui serait culturel, c'est absolument artificiel. Faux, ça veut dire quoi? Que chez l'homme, chaque acte qu'il pose manifeste le double attribut du naturel et du culturel. Rien de purement naturel, rien de purement culturel. Dans les étapes que constituent le travail et le langage, ce n'est pas des cours à part. Dans le nouveau programme, travail et langage sont des parties de nature et culture. Après avoir dit l'homme est un être bioculturel, dans le cours sur le travail, qu'est-ce que l'homme? Vous avez dit l'homme est un animal travaillant. Et quand vous avez dit que l'homme est un animal travaillant, vous avez montré la différence entre le travail humain et l'activité animale. Pourquoi vous n'avez pas parlé d'activité animale? J'ai déjà répondu en disant que là où il y a travail, il y a projet rationnel. Alors que ce que fait l'animal ne relève pas du rationnel, ce que fait l'animal relève de l'instinct et de la spontanéité. Vous vous rappelez Karl Marx disant, moi homme, je ne peux pas faire une ruche plus belle que celle de l'abeille. Mais il dit, il y a une différence entre moi et l'abeille. C'est que l'homme, il porte la maison dans sa tête avant de la construire. Et en disant, la différence entre l'homme et l'abeille, c'est que l'homme, l'architecte, il porte la maison dans sa tête avant de la construire. Bien sûr, les peuples ne vont pas imaginer une maison que l'on porte. C'est une manière de dire que chez l'homme, ben, l'acte qui s'appelle travail est toujours précédé par un projet et par un projet rationnel. Chez l'homme, la maison existe deux fois. Une première fois en tant qu'idée et une deuxième fois en tant que réalité matérielle. Et donc, différence entre le travail qui est le propre de l'homme et l'activité animale. Dans le cours sur le langage, qu'est-ce que l'homme? Vous avez répondu en disant c'est un zone logicon pour dire un animal parlant. Et de la même manière que vous avez fait la différence entre le travail humain et l'activité animale, vous avez montré la différence entre le langage humain et la communication animale. L'homme parle, l'animal communique. Dans le cours sur individu, société, norme. À la question qu'est-ce que l'homme? Après avoir dit c'est un être bioculturel, un animal parlant, un animal travaillant, dans norme individu société, qu'est-ce que l'homme? Avec Aristote, vous avez répondu en disant l'homme est un zone politikon, un animal politique. Et donc, ça veut dire quoi? Que l'homme est un être éminemment social. Ça veut dire que l'homme est le seul animal qui ne peut vivre, ne peut s'épanouir, ne peut se réaliser, mais qu'au sein de l'ambiance sociale. Ce n'est qu'en compagnie de ses semblables que l'homme peut s'épanouir, peut développer ses potentialités, peut se réaliser et s'affirmer pleinement.
une manière de dire avec Aristote. Quand il dit que l'homme est un animal politique, ça veut simplement dire ça, que l'homme, encore une fois, le cadre social est indispensable à son humanisation, le cadre social est indispensable à son épanouissement, comme j'ai dit, et au développement de sa propre personnalité. En dehors de la société, je suis un individu, un membre de l'espèce à l'état brut. Dans la société, avec l'éducation, je cesse d'être un individu pour devenir une personne. Donc la différence entre individu et personne, l'individu c'est le membre de l'espèce à l'état brut, alors que la personne c'est celle qui a été éduquée, pétrie, passée au moule des normes et des règles de la vie sociale. Donc je cesse d'être individu pour devenir personne et éventuellement une personnalité. Quel type de rapport entre individu et société? Très vite, vous avez montré que c'est deux types de rapports différents. Rapport de conflit, mais également rapport de dépendance. Le rapport de dépendance, je l'ai établi en disant quoi? Que pour l'essentiel, l'individu, il est ce que la société fait de lui. Vous êtes d'accord avec moi que la société, elle nous conditionne nos façons de nous habiller, de manger, de sentir, de voyager, de penser, etc. Bref, pour l'essentiel, l'individu n'est que ce que la société fait de lui. Elle conditionne ses manières de penser, de sentir et d'agir. Rappelez-vous Auguste Comte, C-O-M-T-E, vous l'avez rencontré peut-être dans Philosophie et Sciences. Auguste Comte disant, j'ouvre les guillemets, tout en nous appartient à la société, car tout nous vient d'elle. Fin de citation. Et lorsque Auguste Comte dit, tout en nous appartient à la société, car tout nous vient d'elle. Fin de citation, c'est pour dire quoi? Que pour l'essentiel, l'individu est un être, encore une fois, et un produit social. Il n'est que la somme de l'ensemble de ses rapports sociaux. J'ai dit rapport de conflit. Pourquoi conflit? Malgré la dépendance, parce qu'il y a souvent contradiction entre ce que veut l'individu et la contrainte exercée par les normes sociales. Parce que vous savez très bien qu'on ne peut pas parler de société sans normes. On est d'accord? Les normes sont indispensables à la vie sociale. Parce que là où il n'y a pas de normes, on serait dans l'état de nature dans lequel, comme dans la jungle, les plus forts écrasent les plus faibles. Donc les normes sont le fondement de toute vie collective et les normes tracent la frontière entre le permis et l'interdit à l'échelle d'une société. Mais justement, qu'est-ce que j'ai dit? La présence de ces normes-là fait que très souvent, il y a conflit. Parce que l'individu, il a le sentiment de se sacrifier, de renoncer tout le temps à lui-même pour se conformer aux normes. C'est pourquoi, au lieu de se conformer, très souvent l'individu, le contraire du conformisme, c'est la déviance. La déviance ou la marginalité ou même le degré extrême d'écart par rapport aux normes, simplement la folie. Dans le cours suivant, conscience, inconscient. Tout le monde a fait quand même conscience, inconscient. Voilà. Donc dans conscience, inconscient, à la même question, qu'est-ce que l'homme? Écoutez, on va résumer, parce que c'est une leçon technique, où nous bavardons beaucoup, hein, moi comme tous mes collègues, mais retenez ceci, que tout notre bavardage se ramène à cette idée, laquelle? À la question, qu'est-ce que l'homme? C'est deux réponses différentes qui sont données à l'intérieur de votre leçon. La première réponse à la question, qu'est-ce que l'homme, elle dit? Homme égale conscience. C'est une réponse qui traverse non seulement l'histoire de la philosophie, mais toute l'histoire des idées. Parce que vous êtes d'accord qu'on a toujours défini l'homme par la raison, par la conscience, et que par cette raison-là, l'homme s'élève au-dessus de la nature et se distingue des animaux. On est d'accord? Donc, dans la première partie de votre leçon, en convoquant Descartes, Husserl, Sartre, tout ça, c'est pour montrer quoi? Que pour ces auteurs, qu'est-ce que l'homme? C'est un être pleinement conscient. Et en tant qu'il est pleinement conscient, il est entièrement maître de lui. Et en tant qu'il est entièrement maître de lui, il est totalement responsable de ses actes. Et en tant qu'il est totalement responsable de ses actes, il est dépositaire d'une liberté absolue. Et cette idée donc que l'homme est un être pleinement conscient. Rappelez-vous Descartes. Qu'est-ce que être conscient? Il répondait en disant, c'est penser, sentir, agir. Savoir que l'on pense, savoir que l'on sent, savoir que l'on agit. Ça veut donc dire quoi? Que la conscience, elle désigne le savoir que j'ai de moi-même, le savoir que j'ai du monde extérieur. Et donc dire que l'homme est un être conscient, je répète une dernière fois, revient à dire que l'homme se gouverne par cette conscience. Et par cette conscience par laquelle il se gouverne, l'homme est maître de ses actes. Et parce qu'il est maître de ses actes, il en est pleinement responsable. Et s'il en est pleinement responsable, c'est que l'homme est libre et libre de façon absolue. Dans la deuxième partie de votre leçon, à la même question, qu'est-ce que la conscience?
Le professeur a répondu en vous disant, avec la découverte de l'inconscient, on se rend compte de plus en plus que la liberté dont j'ai parlé, que la lucidité dont j'ai parlé, que la maîtrise de ses actes et la responsabilité de ce qu'il fait chez l'homme sont en réalité purement illusoires. Et on s'est rendu compte que, en fait, l'homme n'était pas totalement et aussi lucide qu'on le pensait, qu'il n'était pas aussi maître de lui et responsable et libre qu'on le pensait, qu'en réalité, même à son insu, que très souvent, l'homme agit, mais il est ignorant des motivations et des causes réelles de ses actions. Et cette idée que l'homme agit, tout en étant ignorant des causes réelles qui le poussent à agir, fait que on se rend compte qu'il serait faux de réduire l'homme à la seule conscience, qu'à côté de la dimension conscience, il y a quelque chose qui échappe au contrôle de cette conscience et qui s'appelle simplement l'inconscient. Parce qu'on s'est rendu compte, et vous-même vous l'éprouvez dans la vie de tous les jours, il vous arrive d'agir et de vous demander, mais comment j'ai pu faire ça? Ça ne vous arrive pas? Et de vous demander, est-ce que c'est moi qui l'ai fait? Et de vous dire, mais dans quel état devrais-je être pour poser cet acte-là? Mais c'est parce qu'au moment où vous le faisiez sans doute, vous n'étiez pas aussi maître de vous que vous le pensiez. Et que donc, il y a, comme qui dirait, des motivations échappant, comme j'ai dit, au contrôle de votre conscience et qui vous poussent à agir. Celui qui va le systématiser, il n'en est pas le découvreur. Mais celui qui va systématiser la notion d'inconscient, c'est Sigmund Freud, fondateur de la psychanalyse. Au-delà du ça, du moi, du surmoi, tout ça, c'est pour montrer quoi? Que l'homme ne se définit pas par la seule conscience, que l'homme n'est pas un être de pleine liberté, qu'au contraire, l'homme croit agir, je choisis mes mots, que l'homme croit agir là où en réalité c'est lui-même qui est agi. Vous faites la différence, cher littéraire? Celui qui agit, il est maître de l'action, celui qui agit, il subit l'action. Donc en traduisant le vocabulaire de Freud, j'ai dit, pour me résumer, qu'avec la découverte de l'inconscient, l'homme croit agir, donc de façon volontaire et consciente, là où en réalité c'est lui-même qui est agi. Agi par quoi? Par des forces obscures, des puissances souterraines, échappant à cette conscience-là et qui relèvent simplement de l'inconscient. Une manière donc de montrer, avec la découverte de l'inconscient, que la souveraineté de la conscience est une illusion, que je ne sais pas en réalité qu'est-ce qui me pousse à aimer, qu'est-ce qui me pousse à haïr, à choisir, à décider dans un sens ou dans un autre. Je n'en suis pas l'entière responsable parce que les raisons profondes qui me poussent à aimer ou à haïr, à décider, à vouloir, à ne pas vouloir, ne viennent pas de ma conscience, mais sans que je ne le chasse, obéissent à des mobiles inconscients. De manière terre à terre, Freud dit, la Tabaski n'est pas très loin devant nous. On vous emmènerait dans un magasin avec 1000 couleurs, quelle que soit la couleur que vous choisissez, dans votre cœur, il y a une couleur de votre choix, n'est-ce pas? Quand vous la voyez, c'est comme si c'est un aimant. Vous êtes aimanté, vous êtes irrésistiblement attiré par cette couleur. D'où vient cette attirance-là? Le langage de mes filles consisterait à dire man bleu moo may daaneel mauve moom fu ma ko gis rose ni may def man daal maa ko tànnal sama bopp maa ko bëggal sama bopp. Freud dit doo ci lenn. Pourquoi? Parce qu'il dit il y a une mémoire des sons, il y a une mémoire des odeurs, mais tu oublies qu'il y a une mémoire des couleurs. Bon mooy tuul ce qui te di la boole ak bleu wala mauve wala vert, ce n'est pas ton choix volontaire et conscient. Il dit est-ce que ce n'est pas le souvenir lointain et inconscient de la couleur habituelle des habits de maman, de la couleur habituelle des habits qu'elle me faisait porter en tant que bébé, ou de la couleur habituelle des murs de la chambre dans laquelle j'étais? Ça se grave quelque part dans mon inconscient. Je grandis à 17 ans, 18 ans, mouvement que bëggal son bopp, vers mon danel, doo ci lenn. Ce n'est que le souvenir lointain et inconscient de la couleur de ces habits-là qui t'attire vers cette couleur-là et que ça ne relève pas d'un choix volontaire, lucide et conscient. Vous avez compris? L'autre exemple qu'il donne, je n'ai pas envie de le donner. Hein? Il dit très souvent, ce n'est pas forcément mon cas, hein, les Grengalais comme Gassama, il dit quand ils vous présentent leur femme, vous dites mais qui est l'imotak mouirag khamane, parce que souvent c'est une baobab ambulante grosse comme ça, hein? Et donc Freud dit
Mais ce qui fait que Gassama n'aime que les grosses femmes, il vous dira, mandal ban ponkali drianké ñomay danal, xalé yek sen djini safuñ ma etc. Mais Fred dit da ngay nax sa bop Gassama. Tu sais qu'est-ce qui te pousse vers les grosses femmes? Bon moytul, tu as un complexe inconscient à l'égard de la maigreur de ton propre corps et inconsciemment pour compenser la maigreur de ton corps, tu es attiré par les femmes grosses. Ma len bëgg ñomay danal do ci lenn, ce n'est que ce complexe inconscient là qui te pousse vers les grosses femmes. Mais l'inverse également est vrai, vous le savez très bien. L'inverse est vrai. Comme nous aimons les styles avec de gros biceps. Mais Fred dit le plus souvent, elle est aussi maigre comme on doit. Donc ça veut dire souvent que c'est des motivations inconscientes qui sont derrière nos actes et nos choix. Vous l'avez compris. L'essentiel donc c'est de montrer quoi? Que l'homme n'obéit pas comme il le pense à sa seule conscience. Et comme disait mon ami le chanteur de l'autre télé, le yengolone, le koyengal ko fu dole. Hein? Lan mo yengal nit, ce n'est pas la conscience, mais le koyengal deug ndekete yo, ben c'est l'inconscient. Ben, ah, très bien, hein? Comme je dis, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Comme je dis souvent, bon, de mes cœurs polis, ça règle, hein? Baba Galé, c'est le maître de la maison, moi, la conscience. Nene Galé, c'est la maîtresse de la maison, moi, l'inconscient. Baba Foko fait que des rags bari chow lol, ouais, Nene beaucoup chatale bot bi, ben, baba ne sert de bi. Quand il y a un patron apparent de la maison qui fait beaucoup de bruit, c'est Baba Galé, c'est la conscience. Mais dès que tu as la force tranquille de la maison, Nene Galé, il faut qu'on fasse que dans fat, même respect, donc la force tranquille, ben c'est Nene Galé. Yann Saï Baba top, xam nga peulek ay jour rek faut faire que pour des am jour. Yann Saï Baba nan xalé vous n'avez pas ramené les chèvres, les moutons, bu ñewo je vais vous massacrer. Ouais, c'est un nopp d'homme à la place des coups de poing et des gifles. Bu yewo xalé lu ngeen na ma agné tay. C'est un nopp d'homme souffle c'est des vers 3 heures du matin. Il s'est passé quelque chose. Et vous savez que il y a deux capitaines, un capitaine du jour, c'est Baba Galé, mais la reine de la maison qui change les décisions, c'est Nene Galé. Donc Nene Galé, c'est l'inconscient et qui est la reine de la maison. Baba Galé, ce n'est que la face visible de l'iceberg, comme dit simplement Freud. Vous l'avez bien compris? Maintenant, le peu de liberté dont dispose l'homme. Puisque nous venons de montrer qu'avec la question, avec l'existence de l'inconscient, l'homme n'est pas aussi libre qu'il le pense. Dans le cours sur la liberté, vous avez vu deux conceptions très rapidement. La première conception, elle considère que l'homme est un être libre absolument. On est d'accord? Pourquoi l'homme est un être libre absolument? Parce que vous avez vu ou verrez avec vos professeurs, s'ils disent que l'homme bénéficie d'une liberté absolue, ils disent que l'homme détient ce qu'ils appellent le libre arbitre. Et qu'est-ce que le libre arbitre? C'est un pouvoir d'autodétermination. Ça veut dire quoi? La capacité propre à l'homme de choisir, d'agir en obéissant à sa seule volonté sans subir de contraintes excellentes. C'est théoricien de libre arbitre, par exemple Descartes, qui dit, j'ouvre les guillemets, c'est une seule et même chose que d'être conscient, que d'être libre. Ça veut dire quoi? Que pour ces auteurs, la conscience est la source de liberté et de liberté absolue. Cette idée que l'homme est absolument libre, vous la trouvez non seulement, j'ai dit chez Descartes et tous les théoriciens de libre arbitre, mais vous la trouvez chez également Jean-Paul Sartre et dans tout l'existentialisme et en particulier l'existentialisme athée. Vos professeurs vous en ont parlé. Jean-Paul Sartre, qui est donc un athée qui ne croit pas en Dieu, il dit l'homme est absolument libre. Et la liberté de l'homme, elle est excessive, elle est illimitée, elle est sans borne. Pourquoi? Parce qu'il dit dès le départ, l'homme vit dans le délaissement. Prenez délaissement au sens le plus terre à terre. Être délaissé, c'est être abandonné. Pourquoi? Je vous ai dit c'est un athée. Et donc quand il dit que l'homme, dès le départ, vit dans le délaissement, ça veut dire que dès le départ, l'homme est orphelin de Dieu. Et donc, puisque l'homme vit dans un monde sans Dieu, il est obligé à lui-même, entre guillemets, d'être son propre Dieu. Ça veut dire quoi? Si dès le départ, l'homme n'est pas une créature, parce que s'il était une créature, Sartre dit, il aurait à obéir au commandement d'un créateur. Mais comme l'homme n'est pas une créature, devant obéir au commandement d'un créateur, il dit chez l'homme seulement et chez l'homme, l'existence précède l'essence. Pour tous les autres objets, c'est le contraire. C'est l'essence qui précède l'existence. De manière terre à terre. Sartre dit ce micro-là. L'essence précède l'existence. Pourquoi? Parce qu'avant qu'il ne soit là entre mes mains, il a été conçu par un artisan, un ouvrier, disons.
j'ai pour projet de fabriquer quelque chose s'appelant un micro et en telle taille, telle couleur et ne servant qu'à amplifier du son. Ça veut dire quoi? Toutes les qualités, toutes les propriétés de ce micro étaient dans l'esprit de l'ouvrier avant qu'il ne le crée. Donc pour ce micro, comme pour tous les objets fabriqués, l'essence précède l'existence. Mais il dit si l'homme est absolument libre parce que chez lui, c'est le contraire. Ce n'est pas l'essence qui précède l'existence, mais au contraire, c'est l'existence qui précède l'essence. Ça veut dire quoi? L'homme vient au monde, et c'est quand il vient au monde qu'il devient lui-même l'architecte de sa propre existence. Ça veut dire quoi? Que quand l'homme vient au monde, c'est à lui-même de porter sur ses épaules l'entière liberté et l'entière responsabilité de son existence. Sartre dit, l'homme ne sera rien d'autre que ce qu'il aura lui-même choisi d'être. Une manière donc de montrer très clairement que dans la perspective de Sartre, il parle même d'hyper-liberté pour montrer encore une fois que l'homme est tellement libre que rien ne saurait entraver, éborner et restreindre la liberté dont il dispose. Et donc, dans la perspective de Jean-Paul Sartre, l'homme ne se définit que par sa liberté. Pourquoi? Il dit, je n'ai pas de la liberté, mais je suis liberté. Parce que ce que j'ai, je peux le perdre, mais ce que je suis, je ne peux pas le perdre. Donc, chez Sartre, l'homme est liberté. Et dans la mesure où l'homme est liberté, Sartre dit, j'ouvre les guillemets, l'homme doit inventer l'homme. Et il ajoute, nous sommes condamnés à être libres. Pourquoi condamnés à être libres? Parce qu'aucun d'entre nous n'a choisi d'être là. Mais une fois là, notre destin, notre responsabilité est entièrement entre nos mains et sur nos épaules. Sartre dit, l'homme est tellement libre que, quelle que soit la situation, d'où lui vient cette liberté? Parce que quelle que soit la situation, l'homme peut choisir. Et tant qu'on peut choisir, on reste entièrement libre. Rappelez-vous la phrase scandaleuse de Jean-Paul Sartre. Lorsqu'en 1940, son pays, la France, était envahi par les troupes nazies de Hitler, il a provoqué le scandale. Qu'est-ce qu'il a fait, Sartre? Il est allé à la radio pour dire, la France n'a jamais été aussi libre que sous l'occupation allemande. Et les gens étaient scandalisés. Comment un pays envahi, humilié par des troupes étrangères, et Sartre peut dire, nous n'avons jamais été aussi libres que sous l'occupation allemande. Il dit, parce que nous avons le choix entre démissionner, capituler, ou bien nous avons le choix entre donc nous battre pour chasser l'ennemi allemand. Et tant que nous avons le choix entre nous battre ou démissionner, le destin de la France est entièrement entre les mains des Français. Pour dire quoi? Que nous sommes toujours libres, parce que nous pouvons toujours choisir. Parce que même ne pas choisir, c'est choisir de ne pas choisir. Et choisir de ne pas choisir, c'est encore choisir. La deuxième partie du cours sur la liberté vous a conduit à mettre un peu d'eau dans le bissap en disant, mais est-ce que franchement l'homme pourrait-il être libre de façon absolue? Est-ce que franchement on pourrait considérer que l'homme peut agir en l'absence de toute forme de contrainte? Et vous avez répondu non en disant quoi? Que l'homme le veuille ou non, il y a beaucoup de contraintes et de pressions qui s'exercent sur lui. Et que parmi ces contraintes, elles sont multiformes d'ailleurs. Ça peut être des contraintes biologiques, des contraintes physiques extérieures, des contraintes sociales, des contraintes politiques. Bref, quelle que soit l'instance de la vie sociale considérée, il y a des contraintes et des influences qui s'exercent sur l'homme, faisant qu'il ne peut jamais être libre de façon absolue. Monsieur, s'il vous plaît, même tout dit. Tiens le nom, même 2 minutes. Et donc cela signifie très clairement que dans cette deuxième partie, ils sont en train de montrer que oui, l'homme est libre, mais est-ce que sa liberté, elle est totale, pleine, entière, absolue? Ils disent non, la liberté de l'homme, elle est bornée, elle est restreinte, elle est limitée par les lois de l'État, par les normes de la société, par la contrainte de la religion, par l'ethnie, par la langue que je parle. Bref, toutes les influences, par le milieu physique extérieur, toutes les influences qui s'exercent sur l'homme font que c'est une illusion d'affirmer que l'homme est libre de façon absolue. C'est d'ailleurs la perspective de Spinoza. C'est Spinoza, rappelez-vous, qui vous disait, mais seul Dieu est libre. Pourquoi seul Dieu est libre? Spinoza dit, parce que Dieu c'est la nature naturelle. Et là où Dieu est la nature naturelle, l'homme est une nature naturelle. Et donc il dit, l'homme ne peut revendiquer aucune liberté. Parce qu'en tant que l'homme est une nature naturelle, dépendant de la nature naturelle qui est Dieu, seul Dieu, nature naturelle et non pas nature naturelle, peut être libre. Mais l'homme en tant que nature naturelle, dépendant de la nature naturelle qui est Dieu, seul Dieu est libre. Chez l'homme, la liberté est absolument une illusion.
Et Spinoza dit, même la phrase par laquelle vous proclamez votre liberté est une déclaration d'esclavage à une langue et à sa grammaire. Parce que quand vous voudriez proclamer votre liberté, qu'est-ce que vous diriez? Moi, je suis libre. Et Spinoza dit, vous avez conjugué, vous avez respecté les verbes, les temps, vous avez accordé avec la syntaxe. Ça veut dire quoi? Vous avez été esclave d'une langue et de sa grammaire pour proclamer votre liberté. Pour dire quoi? Qu'il n'y a jamais de liberté absolue chez l'homme. Mais s'il y a un peu de liberté, où est-ce qu'elle se manifeste? Dans le domaine de l'art. Et quand la philosophie réfléchit sur l'art, cela s'appelle de l'esthétique. Donc, qu'est-ce que l'esthétique? Réflexion philosophique sur l'art. Qu'est-ce que l'art? Vous répondrez, ou vous avez répondu, avec votre professeur, en s'appuyant sur la définition donnée par André Lalande. À la question, qu'est-ce que l'art? André Lalande répond, j'ouvre les guillemets, c'est la production du beau par les œuvres d'un être conscient. Et lorsque, à la question, qu'est-ce que l'art? André Lalande répond en disant, j'ouvre les guillemets, l'art désigne la production du beau par les œuvres d'un être conscient. Deux éléments. Premier élément, l'art vise le beau. Et si l'art vise le beau, ça veut dire que l'art est une activité désintéressée. Désintéressée, c'est le contraire d'utilitaire. Donc quand il dit l'art vise le beau, ça rejoint un peu ce que disait Théophile Gautier, vous vous en souvenez? Il n'y a de vraiment beau. Théophile Gautier. Il n'y a de vraiment beau que ce qui ne sert à rien. Et tout ce qui est utile, elle est. Donc quand il dit l'art désigne la production du beau, le beau ne sert à rien. Donc l'activité artistique est une activité désintéressée. Et c'est pourquoi l'activité artistique est le fait de l'homme et de l'homme seul. Seul l'homme est capable de produire une œuvre d'art, n'est-ce pas mes amis? Pourquoi? Parce qu'il dit par les œuvres d'un être conscient. Donc le nid de l'oiseau, même s'il est beau, ce n'est pas une œuvre d'art. La ruche de l'abeille, même si elle est belle, ce n'est pas une œuvre d'art. Pourquoi? Parce que l'oiseau n'avait pas pour but de produire du beau, mais il a produit en vue de sa reproduction et en vue de sa conservation. Ça veut dire quoi? Ce que fait l'animal est utilitaire, alors que le beau, il est absolument désintéressé. C'est en vue simplement du plaisir des sens et de la contemplation esthétique. Mais aussi longtemps et aussi loin qu'on pourrait remonter dans l'histoire, vous êtes d'accord avec moi que l'art a toujours été là. Même les civilisations passées, elles n'ont laissé la preuve de leur passage, mais que par les œuvres d'art qu'elles ont laissées à la postérité. C'est pourquoi il n'y a jamais d'art sans homme, comme il n'y a jamais d'homme sans art. Il n'y a pas d'art sans homme, ça veut dire que là où il y a art, il y a la main de l'homme. Mais il n'y a jamais d'homme sans art, ça veut dire quoi? Que l'art a toujours été un compagnon indispensable de l'homme lui-même. Le rôle de l'art, c'est de rendre le monde habitable. Ce qui signifie quoi? Que vivre, c'est souffrir. C'est être dans la misère, le désespoir, confronté à la maladie, à la souffrance, à la peur de la mort. Et dans ces situations, l'art permet à l'homme de supporter, mais le fardeau de l'existence. Donc c'est pourquoi je commence par dire, l'art est ce qui permet à l'homme de rendre le monde habitable. Mes amis, imaginez une seule fois un monde sans musique, sans peinture, sans architecture, sans chant, sans danse, sans littérature. Reconnaissez avec moi que ce monde-là serait plus difficile à vivre que ce monde avec l'art. Donc l'art rend la vie supportable. L'art rend le monde habitable. Mon ami Schopenhauer, c'est lui qui disait, la vie n'est pas belle, c'est sûr, mais en revanche, les images de la vie sont belles. Et quand Schopenhauer disait, la vie n'est pas belle, mais les images de la vie sont belles. Les images de la vie, c'est quoi? Celles qui sont reflétées par l'œuvre d'art. Il nous enseigne, je peux le dire comme ça, si un serpent se glissait parmi nous, mais notre conférence est finie avant que j'ai prononcé le mot de la fin. Parce que quand je vois un serpent, j'en ai peur. Et j'en ai peur parce que le serpent me fait penser à la mort, on est d'accord? Mais reconnaissez avec moi que le même serpent, lorsqu'il est peint sur un tableau de peinture, sur une fresque murale, et donc ce tableau-là, il peut être tellement beau qu'on peut en avoir envie de caresser et d'embrasser le serpent. Mais reconnaissez avec moi que vouloir embrasser et caresser un serpent n'est pas possible dans la vie réelle, mais c'est possible par la magie de l'art. C'est pourquoi il dit, la vie n'est pas belle, mais les images de la vie, elles sont absolument magnifiques. Maintenant, quel rapport y a-t-il entre l'art et la réalité? C'est réglé déjà dans vos courants littéraires avant d'être terminal. Vous avez des courants littéraires dans lesquels, tels que le naturalisme, tels que le réalisme, je crois, dans lesquels on vous dit le but de l'art est d'imiter.
de reproduire fidèlement. C'est bien ça? Vous avez ça en philosophie. Chez Platon, l'art vise à imiter et à reproduire. Parce qu'on considère que la nature, elle est un modèle et un guide. Et l'homme devrait se contenter d'imiter le plus fidèlement possible l'arbre, les cours d'eau, les animaux, bref, de reproduire fidèlement ce qui est déjà. C'est la perspective de Platon, c'est la perspective en littérature des naturalistes et des réalistes. Et tous pensent que l'artiste, sa mission, c'est de se faire l'écho, de reproduire le plus fidèlement. C'est la perspective de l'art engagé. Dans l'art engagé, l'artiste, il se fait l'écho des problèmes, des préoccupations de son époque. Donc il n'invente pas. Il ne fait que reproduire. Quand je regarde Thiaroye 44 de Sembène Ousmane, le film, je sais qu'il relate simplement le massacre des tirailleurs revenus de la guerre qui ont été sauvagement massacrés un matin d'août 1944 alors qu'ils revendiquaient le droit à être restitués dans leur prime de guerre et lâchement le colon français les a exécutés. Donc quand je regarde Thiaroye 44 de Sembène Ousmane, ce film-là, il reflète, il rend compte des problèmes et des préoccupations d'une époque bien déterminée. Bob Marley n'est pas loin. Il y a quelques jours, simplement, quand j'écoute sa chanson, we gonna liberate Zimbabwe, parce que le Zimbabwe est le dernier pays d'Afrique à être indépendant, 15 avril 1980. Et cette chanson-là était un cri de guerre pour dénoncer le fait qu'en 1980, il y avait encore des États qui étaient sous tutelle occidentale, britannique en particulier. Bref, dans l'art imitatif, on reproduit et on rencontre fidèlement. Mais vous savez que vous avez d'autres courants littéraires, tels que le surréalisme, tels que le symbolisme, c'est bien ça. Dans ces courants littéraires, il ne s'agit pas de reproduire, d'imiter, mais il s'agit entre guillemets de se laisser emporter par les ailes de l'imagination créatrice de l'artiste. On est d'accord? Rappelez-vous Baudelaire. Je dis rappelez-vous comme si vous lisiez, vous n'avez jamais rien lu. D'accord? Baudelaire, oui, mais bien entendu, tous les poèmes symbolisent l'invitation au voyage. Dans l'invitation au voyage, Baudelaire fait la différence entre deux mondes. Le monde réel dans lequel vous et moi, nous vivons, mais qui n'est pas la demeure de l'artiste. Vous vous rappelez le poème de l'Albatros? Vaste oiseau des mers que ses ailes de géant empêchent de voler. L'Albatros, il dit, c'est le prince des nuées. Pourquoi c'est le prince des nuées? Mais parce que c'est son véritable monde. Quel est le véritable monde? Le monde des paradis artificiels. Dans ce monde-là, l'Albatros, c'est le poète, il éprouve du spleen. Pourquoi il éprouve du spleen et de la nausée? Parce que ce monde-là n'est pas sa véritable demeure. C'est le roi des nuées. Sa demeure, c'est le monde des paradis artificiels engendré par l'imagination fertile et créatrice de l'artiste. De la même manière en philosophie, vous avez des auteurs tels que Hegel, tels que Bergson, tous ces auteurs, ils disent, l'art ne doit pas imiter la nature. Hegel dit, cet arbre-là que j'ai en face de moi, à quoi sert-il de le reproduire sur un tableau de peinture? Chaque matin, tous les jours, je passe, je m'assois dessous, etc. Et donc, cet arbre-là, il n'y a aucun génie, il n'y a aucun mérite à le reproduire, mais sur un tableau. J'ai deux sentiments. D'abord, quand je l'ai reproduit, cet arbre, j'ai un sentiment de fierté, de contentement, en me disant, mais regardez comment, presque à la perfection, j'ai été capable de reproduire cet arbre. Mais 2 minutes plus tard, je m'ennuie. Pourquoi je suis envahi par la nuit? Je me rends compte qu'après tout, je n'ai rien inventé, parce que cet arbre-là, tout le monde le veut le voir autour de lui. C'est pourquoi il dit, j'ouvre les guillemets, imiter la nature est une occupation oiseuse et superflue. Oiseuse moins paresseuse. Imiter la nature est une occupation oiseuse et superflue. Superflu, ça veut dire inutile. Oiseuse, ça veut dire paresseuse. O-I-S-E-U-S-E. Imiter la nature est une occupation oiseuse et superflue. Et il ajoute, l'art doit avoir un autre but que celui de l'imitation purement formelle de ce qui existe déjà. Cette imitation ne peut donner naissance qu'à des artifices techniques n'ayant rien de commun avec une œuvre d'art. Vous l'avez choisi de souligner quand il dit l'art doit avoir un autre but que celui de l'imitation purement formelle de ce qui existe déjà. Il ajoute, cette imitation, elle ne peut donner naissance qu'à des artifices techniques n'ayant rien de commun avec une œuvre d'art. C'est une manière de montrer que l'artiste, entre guillemets, il rivalise avec Dieu dans l'activité de création. Donc chez Hegel, l'artiste est un démiurge qui dit
autant Dieu crée, autant je suis dépositaire d'un pouvoir de création. Et l'artiste dit, ce monde est l'œuvre de Dieu. Je ne le reproduis pas. Le monde que je crée est un monde autre. Et le monde autre de l'artiste, c'est quel monde, mes amis? C'est le monde que l'artiste porte dans sa tête. C'est le monde qu'il porte dans son cœur. C'est le monde de ses rêves, de ses souhaits, de ses fantasmes, de ses ambitions, de ses émotions et de ses désirs. Et non pas le monde tel qu'il est. Et donc l'artiste, il déchire le voile qui s'interpose entre nous et le réel. C'est pourquoi, lorsque André Malraux, lorsque vous lui posez la question qu'est-ce qu'un artiste, lui et Albert Camus, ils sont d'accord. En disant à la question qu'est-ce qu'un artiste, ils répondent tous en vous disant, Albert Camus, il dit, c'est un homme qui voit mieux que les autres. Pourquoi l'artiste est un homme qui voit mieux que les autres? Albert Camus dit, vous et moi nous regardons sans voir. Pourquoi vous et moi nous regardons sans voir? Parce qu'il dit, cet arbre-là, j'ai tellement l'habitude de le voir, j'ai tellement l'habitude de passer que je ne fais plus attention à ces moindres détails. Ça veut dire quoi? Il y a longtemps que je regarde cet arbre-là, mais il y a longtemps que j'ai cessé de le voir. Parce qu'entre moi et lui, il y a le voile de l'habitude. Et l'artiste, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il déchire le voile de l'habitude pour coïncider avec le sens profond et ultime de la réalité. L'artiste est un démurge qui crée un monde autre que celui dans lequel nous vivons. C'est pourquoi l'art témoigne de quoi? De la victoire du cœur sur la raison. De la même manière, c'est Platon qui disait la philosophie, elle témoigne de la victoire de l'âme sur le corps. Pourquoi la philosophie? Platon l'enseigne. La philosophie, il dit, elle témoigne de la victoire de l'âme sur le corps. Parce que vous le savez très bien, le corps nous renvoie au plaisir, le corps nous renvoie au monde. Tant que j'obéis au corps, le corps, il a envie, il désire. Et tant que je cours derrière le désir du corps, je ne peux être capable de philosopher. Quand est-ce que je philosophe? Ce n'est que lorsque je tue le corps. Et donc, quand tu as le corps, ben, je libère l'âme. C'est le sens de la mort de Socrate que moi j'ai entendu pleurer 1000 fois. On est d'accord? Mais on est obligé de nous arrêter parce que de toute manière, les graines de la philosophie sont déjà en vous. Vous vous rappelez les conditions de la mort de Socrate? Quand il avalait les gouttes de ce poison mortel qui s'appelle la ciguë, il disait aux gens, mais vous êtes bêtes, si vous étiez intelligent, vous auriez compris qu'il ne sert à rien de me tuer. Pourquoi? Parce que moi, Socrate, j'ai déjà semé les graines de la philosophie dans la conscience de dizaines et de centaines d'Athéniens. Donc vous me tuez, mais demain, 1000 Socrates vont germer de par le monde, faisant que moi, Socrate, je suis devenu immortel. J'ai remporté définitivement une victoire contre la mort. Et donc, dit Socrate, ma mort est une défaite de la mort et une victoire de la vie. Des gens comme moi, ils ne meurent pas. Parce qu'encore une fois, nous avons fini de semer les graines de la philosophie dans la conscience de tous ces jeunes gens. Et donc, Socrate dit, des gens vont inventer et réinventer la philosophie, faisant que moi, je ne peux plus mourir, je suis devenu immortel. Je ne suis pas Socrate, mais j'ai bien envie de dire, lorsqu'il enseigne, comme Platon, mais que la philosophie est la victoire de l'âme sur le corps, à Platon et à Socrate, s'ils étaient en face de moi, j'aurais dit, mais où est logée cette âme-là? Ils me diront, l'âme est dans le corps. Et donc, je leur dirai, ce petit corps-là, qui loge mon âme, est fatigué, et ayant fait le tour des questions, il insiste, et au nom des droits de repos du corps, je vous dis merci d'avoir été attentifs. Et donc, en espérant que les graines vont germer en vous. Merci beaucoup. Encore du bruit, s'il vous plaît, pour M. Sanguégui. Ils ne sont pas généreux, ils n'applaudissent même pas. Partout où je suis passé, c'est les moins généreux de partout où je suis passé. En tout cas, c'est pertinent, vraiment. C'est très très bien. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, comme chaque année, après avoir entendu donc, la synthèse, il va vous donner aussi des conseils. Parce qu'il faut le dire, il fait partie aussi du cercle restreint de professeurs donc, qui proposent des sujets, même s'il ne veut pas qu'on en parle. Mais quand même, il va donner des conseils pour le jour du baccalauréat, comment s'y préparer et surtout, voilà, comment faire face aux épreuves, quoi. Voilà. Merci également, donc, encore une fois, à mes amis qui sont venus un peu en retard. Je pense à M. Sambou, donc à M. Améludien. J'ai également vu pas mal d'amis. Il y a ma soeur ici qui est là, Diana Gassama. Elle s'est cachée, elle est derrière là-bas. C'est ma grande soeur, et voilà, elle était là aussi dans l'organisation. Coucou à toi. Alors, je donne à M. Sangué afin de donner des conseils par rapport au bac. Et je vous dis également pour vous, les candidats, vous pouvez rester abonné sur la chaîne YouTube 7 Truth TV. On va mettre ça, donc tous les liens de la synthèse. Si vous vous abonnez à 7 Truth TV, vous pouvez écrire 7 en anglais, S-E-V-E-N, Truth, vérité, T-R-U-T-H. Donc comme ça, vous allez avoir le lien intégral de la synthèse. Alors, professeur, allez-y. Voilà, merci. En termes de conseils pratiques, peut-être revenir sur les aspects psychologiques. Hein, parce que les techniques de dissertation et de commentaire, volontairement, c'est moi qui refuse d'en parler. Parce que ça diffère d'un prof à un autre et je ne veux pas vous perturber, vous comprenez? Donc considérez que toutes les méthodes qui vous ont enseignées sont bonnes.
c'est des chemins différents pour arriver au même résultat. Bien faire une dissertation, bien faire un commentaire. Donc, en termes de préparation psychologique, je dis, première étape, ne choisissez pas avant le 2 juillet. Qu'est-ce que j'appelle ne choisissez pas avant le bac? Il y en a qui disent qu'il pleuve, il neige, je dis ça. Qu'il vente ou qu'il ne pleuve pas, je commente. Ça, en le faisant, c'est suicidaire. Parce que vous dites, moi je vais commenter, vous lisez le texte, il est hermétique, imperméable, vous avez envie de disserter, alors que vous n'êtes même pas mentalement préparé à disserter. Donc vous vous exercez aux deux, dissertation et commentaire, attendez le jour de l'examen, choisissez celui, non pas qui vous plaît, mais le sujet dans lequel vous pensez avoir des arguments. Et après avoir choisi, vous pliez la feuille. Parce que Sartre dit choisir, c'est se priver du reste. Pourquoi je dis plier la feuille? Parce que par expérience, on commence à écrire, on est un peu bloqué, il fait 9h30, 10h, on pense qu'on a le temps d'abandonner, de rebrousser ce chemin et de prendre un autre sujet, vous créez les conditions de votre échec. Donc lisez attentivement pendant 20 minutes pour choisir. Mais quand vous avez choisi, le choix est définitif. Et vous ne commencez à écrire que à la condition d'avoir une idée claire de la trame de votre raisonnement. Autrement dit, dans ma tête, la première partie, elle est claire. La deuxième partie, elle est claire. Ce que j'écris intégralement au brouillon, c'est l'introduction. Intégralement. Je choisis bien mes mots, parce que c'est le premier contact entre moi et le professeur. Je dois lui donner envie de continuer à me lire. Vous savez ce que je peux bien dire. Si vous commencez par philosophie PHYLO, hein, il va dire, mais quelqu'un qui ne sait même pas écrire philosophie, il n'y a rien à chercher dans sa copie. Donc il est parti d'un préjugé défavorable. Donc choisissez bien l'introduction, travaillez-la, retravaillez-la, et donc écrivez-la entièrement. Mais ne vous abusez pas pour le développement à le faire. Vous mettez les grandes lignes, vous mettez première partie, voilà ce que je dis, une phrase, vous écrivez la phrase de transition, deuxième partie, voilà ce que je dis. En écrivant, les idées viendront d'elles-mêmes. Ne soyez pas bourrés, fixés à chercher des citations, elles viennent naturellement. Si elles ne viennent pas, ne les inventez pas. La philosophie étant par définition une activité de réflexion personnelle. Vous êtes d'accord? L'autre élément, un peu de silence s'il vous plaît, l'autre élément qui me paraît important, toujours dans la préparation mentale et psychologique, quand vous êtes en classe, vous faites le vide. D'ailleurs, dans le centre, n'amenez jamais ça, vous n'en avez pas besoin, on vous l'a dit. L'office du bac dit, j'ouvre les guillemets, la simple détention du portable est une présomption de fraude. Fin de citation. La simple détention du portable est une présomption de fraude. Simple détention, c'est une présomption de fraude. Ne l'amenez même pas dans le centre, je ne dis pas en classe. Et quand vous êtes en classe, ce que fait le voisin devant, derrière, à gauche, à droite ne m'intéresse pas. Parce que chacun marche à son propre rythme intellectuel. Si vous êtes obsédé par regarder ce que font les autres, ils vont vous déstabiliser. Vous en verrez avant 9h, ils vont réclamer des intercalaires. Tout le monde écrit, je ne sais pas. Vous créez les conditions de votre propre contre-performance. Chacun marche encore une fois à son propre rythme. Pour que ça soit très clair. Ouais, c'est extrêmement important. Et également, un peu de silence s'il vous plaît. Donc non seulement ça, mais j'ai dit, de manière pratique maintenant, dans le sujet et son traitement. Ne vous posez jamais la question, je le répète tout le temps. Ndax nature et culture, la état, la liberté, c'est la meilleure manière de rater sa dissertation ou son commentaire. Chaque sujet a son économie propre, ses exigences autonomes. La contrainte annihile-t-elle la liberté? La contrainte annihile-t-elle la liberté? La contrainte, est-ce que la femme a une leçon qui s'appelle la contrainte? C'est en réfléchissant que vous vous rendez compte que les contraintes peuvent venir de partout. De la maison, de la famille, des normes de la société, des lois de l'État, de l'influence de l'inconscient, du milieu social dans lequel je vis. Bref, les contraintes, elles sont multiformes. Et donc l'élève qui va s'égarer, c'est celui qui va dire, est-ce que c'est État, est-ce que c'est liberté, est-ce que c'est... Non, il s'agit de réfléchir sur la notion de contrainte. Parce que la philosophie n'est pas une discipline de l'excitation, d'apprentissage, elle est une discipline d'intelligence. Ça, on vous l'a répété 1000 fois. On est d'accord? Et c'est là, vous devez ajouter le fait que donc je ne pars jamais, je le répète depuis plus de 10 ans partout, je ne pars jamais du cahier de cours vers le sujet. Je pars du sujet, de sa lecture, de sa compréhension,
pour aller chercher les éléments d'argument dans le cahier de cours. Donc je ne pars pas du cahier de cours vers le sujet, mais à l'inverse du sujet, de sa lecture et de sa compréhension vers le cahier de cours. Parce que le plus souvent, les sujets que vous avez au bac prennent la forme de sujets de synthèse. Les gens ne sont pas bêtes pour vous dire l'homme se définit-il par la nature ou par la culture. Mais bon Dieu, l'État est-il en faveur de ma liberté? Qui va vous poser cette question bête-là? Non. Hein? Vous allez réciter l'État, vous allez réciter nature et culture, on vous connaît très bien. Hein? Mais on va formuler de telle sorte que c'est vous qui comprendrez que derrière contrainte, il peut y avoir État, il peut y avoir société, il peut y avoir nature, bref. Vous m'avez compris? Et maintenant, avant l'examen, ça c'est pendant, avant l'examen, fermez les yeux, bouchez-vous les oreilles, dégna li moy guen, dégna li lay guen, etc. etc. Gassama vient de chez Mam, je dis, même si je suis membre, je ne sais pas. Moi je ne sais pas. Pourquoi je ne sais pas? Parce que il y a un monsieur X qui est inspecteur général de philosophie. Sujet, même pour les songés qu'on sujet, pour éviter qu'il le traite avec les airs, il s'enferme, il le reformule. Donc, il vous raconte des histoires. C'est pas vrai. On peut interroger 10 fois sur la même leçon en variant simplement les perspectives. Il fait une question de perspective. Donc, non, ce n'est pas vrai. Personne ne le sait. Moi-même, je ne le sais pas. Je peux faire partie du processus, mais au dernier échelon du processus, je n'existe plus. C'est un autre. Donc, c'est des histoires. Soyez serein. Créez les conditions de la sérénité et de la confiance en vous. Qu'est-ce que j'appelle créer les conditions de la sérénité? Partir de l'idée que c'est échouer qui est anormal. C'est échouer qui est l'exception. Mais la réussite est la règle. C'est évident, mes amis. J'étais en seconde, je passe en première. En première, je passe en terminale. Que je réussisse est normal. Le bac n'est pas un concours, c'est un examen. La différence entre un concours, j'ai 17, il a 17,50, je suis éliminé, on prend son 17,50. Donc le concours est une compétition. L'examen est un contrôle de connaissance. Pour que vous soyez totalement ajourné, exclu totalement dès le premier tour. Ben, il faut avoir une moyenne inférieure à 8. Qui d'entre vous va être persuadé que minimum, il est incapable, toute matière confondue, d'avoir 8. Pour aller ne serait-ce qu'au second tour, mais ce n'est pas possible. Donc, développer une pédagogie de la réussite et non pas de l'échec. Ne vous dites pas, quand j'échoue c'est normal, parce que bac de famille ne peut échouer d'être ce qui est normal, banal, ordinaire. Moi, il m'a admis. C'est le miracle que moi j'échoue parce que je vais à un examen et donc à un contrôle de connaissance. Vous avez la chance de faire partie d'une génération gâtée. Ils savent de quoi je parle, les plus anciens. Toutes nos années sont ponctuées par des grèves interminables. On n'est jamais allé dans une année sans grève depuis plus de 10 ans, 15 ans. Vous avez la chance, vous êtes bénis des dieux. Vous irez jusqu'aux examens, 0 jour de grève pratiquement. Vous n'avez aucun prétexte pour dire le programme n'est pas fini, le prof n'a pas fait ça, le prof n'a pas fait ça, le prof c'est pas vrai. Avec vous c'est réglé. Donc vous avez toutes les munitions et les cartouches. Donc vous avez créé les conditions de réussite en vous. J'espère que quand je reviendrai l'année prochaine, vous reviendrez mais accompagné de vos frères et de vos sœurs, parce que vous aurez vraiment brillamment réussi, avec en particulier en philo des 14 et des 15. Voilà ce que je dirais, disant merci également à M. Gassama et à toute l'équipe qui l'accompagne. Le dur c'est difficile pour moi, mais je me fais le devoir de venir vers vous, parce que de toute façon, comme je dis, vous êtes ma passion. Je ne suis heureux que quand j'ai des élèves en face de moi. Et donc, même rampant, je serai venu répondre à ton invitation, parce que je considère que c'est un pacte sacré que nous avons signé avec la jeunesse de Sangalkam et des environs. Et donc, que Dieu nous donne les forces de revenir le faire autant de fois que c'est possible. Et donc, tous nos souhaits de réussite. Encore une fois, je veux des 14, des 15 et des 16. Maintenant, l'année dernière, je l'avais voulu, mais on n'a pas pu le réaliser. Chaque année, je fais une grande finale, après avoir fait le tour du pays, que je fais au Monument de la Renaissance. C'est gratuit, vous êtes transporté aller-retour, un peu de jus, un peu de collation, ce que j'appelle la synthèse annuelle que je fais là-bas au Monument de la Renaissance. Donc ceux qui le veulent, quand ça s'approche, vous vous inscrivez gratuitement, je mets à sa disposition des bus qui vous transportent, qui vous ramènent. Ça va être le festival de l'esprit, la fête de l'intelligence, par laquelle on va boucler. Ce sera le dimanche 23 juin, Inch'Allah, à partir de 9h au Monument de la Renaissance. Donc merci beaucoup et bonne chance à tous. Merci beaucoup, professeur. Merci encore une fois. Merci également à vous, candidats. On vous souhaite bonne chance. qu'Allah vous assiste. Et à l'année prochaine, Inch'Allah, pour vos petits frères. Au revoir.
We are Seventh Roof. Seventh Roof Entertainment.